Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous sommes toujours avec Jean-Pierre Chamodeau qui travaille sur la libération holographique du cœur péricarde. D'ailleurs, le thème de ce soir, c'est l'holographie et les résultats de la libération holographique du cœur péricarde. Donc, c'est la suite des 3 conférences. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gwénoline et bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est parti. Vous êtes en train d'arriver et nous, on va commencer pour vous accompagner. Tu voulais terminer une petite chose? Oui, donc je voulais terminer d'expliquer un peu les outils et donner quelques anecdotes par rapport à mon travail. Donc, dans les outils qu'on a exposés avant-hier et hier, donc notamment le toucher quantique avant-hier, eh bien, on s'apercevait que si on appliquait les lois de la physique quantique, on avait des choses étranges et bizarres, on pouvait faire des soins à distance. Et ce qui paraît étrange et bizarre d'un point de vue matérialiste, en fait, est tout à fait normal du point de vue de la physique quantique. Mais effectivement, comme on n'en a pas l'expérience et comme c'est pas encore connu, c'est vraiment un peu difficile à vraiment digérer et intégrer. C'est pour ça que je vais vous donner un petit peu les quelques stupéfactions que j'ai eues en découvrant petit à petit cette méthode que j'ai mise au point. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation. Et on peut commencer maintenant tranquillement. Voilà, ils sont tous en train d'arriver, donc on est prêts. On a des petits cœurs, on a des hello la belle équipe. Donc voilà, ils sont très heureux qu'on soit là. Donc on est très heureux aussi du coup. Moi aussi, je suis très heureux d'être dans une superbe équipe avec toi. Bien, alors on va commencer. Donc on avait dit que on utilisait l'intention, c'est l'effet observateur de la physique quantique, par le toucher, par le verbe, par la pensée et par la visualisation. Et donc, qu'est-ce que ça donne de particulier sur le plan expérimental? Je voulais partager avec vous quelques réflexions que j'ai eues par rapport à l'expérience un petit peu originale que j'ai eue. Et donc, non seulement on va pouvoir parler aux cellules et leur dire des choses, on va pouvoir faire une prière, mais on va pouvoir dialoguer avec l'âme cellulaire. Alors, dialoguer avec l'âme cellulaire, on l'avait déjà fait quand on prenait le toucher quantique, parce que quand on prenait le toucher quantique, eh bien, on pouvait sentir l'amplitude. Si l'amplitude était petite, c'est en quelque sorte, c'est l'âme qui nous disait qu'elle s'était enfermée, qu'elle était rétractée, qu'elle avait besoin d'aide. Et donc, quand on agissait, eh bien, finalement, on sentait que l'amplitude augmentait et que le volume du champ morphogénétique augmentait, autrement dit que l'âme se libérait. Et donc ça, c'est déjà une forme de dialogue avec les mains. Puis je me sers aussi de mes mains pour faire un autre dialogue avec les âmes cellulaires. Simplement, je leur demande une réponse. Quand je pose une question, je leur dis, vous me répondez par oui ou par non. Et j'ai pris la convention, c'est une convention comme une autre, de considérer le corps humain comme une immense cellule et de dire à cette cellule, si ce que je te propose te plaît, ben tu me fais oui, tu te mets en expansion, donc tu augmentes de volume, et moi je sens que tu augmentes de volume, et je sens que c'est oui. Et si ce que je te propose, au contraire, ne te plaît pas du tout, tu me dis non, et tu te rétractes exactement comme une huître qui veut absolument pas qu'on l'agresse. Et donc, à partir de là, je pose des questions, et donc l'âme me répond, ce qui me permet de m'orienter dans mon soin. Donc ça, c'est une autre forme de dialogue. Et puis, il y a un autre dialogue encore que je propose avec les cellules, c'est de demander d'agir, d'aller directement sur les choses qui sont extrêmement importantes. Et j'entends par choses importantes ce que j'appelle, moi, la lésion primaire. Alors, la lésion primaire, c'est quelque chose qui est déjà connu en ostéopathie, mais l'ostéopathie a une approche matérialiste de la lésion primaire. Et donc, en ostéopathie, on dit que la lésion primaire, c'est la cause de la pathologie ou de la maladie. Et donc, souvent, on parle d'une lésion ostéopathique. Et que cette lésion primaire provoque dans le corps un certain nombre d'adaptations que nous appelons lésions secondaires. Autrement dit, il y a la lésion primaire qui va entraîner des lésions secondaires en ostéopathie. Alors moi, j'ai repris ce concept de lésion primaire et je l'ai adapté à la physique quantique. Et pour moi, la lésion primaire,
j'ai gardé le mot lésion primaire, mais je ne donne pas le même sens. Et derrière le mot lésion primaire, pour la LHCP, je pose une question finalement à l'âme et je lui demande le champ de quel organe a stocké des mémoires ayant un impact négatif maximum sur toutes les régions du corps. Autrement dit, quel est le champ de quel organe est à traiter en priorité ici et maintenant. Et donc, je résume ça par lésion primaire, point d'interrogation, parce que c'est plus rapide. Mais derrière la question que je pose, lésion primaire, point d'interrogation, il y a toutes ces intentions que je viens de vous donner. Et évidemment, quand on pose ce genre de questions et qu'on suppose qu'il y a des mémoires qui sont stockées et qui sont agissantes aujourd'hui sur le champ morphogénétique et sur le corps physique, on est en plein dans les principes d'intemporalité du principe numéro 5 de la physique quantique et dans le principe numéro 3 d'indivisibilité qui est encore de la physique quantique. Alors, donc, ce que je fais donc au début de chaque séance, je pose la question à l'âme, quel est l'organe à traiter en priorité ici et maintenant quelque part, donc lésion primaire, point d'interrogation. Et donc, ordinairement, l'âme me répond à un organe. Alors, par exemple, elle me répond le foie. Et donc, ça, c'est une réponse et c'est un dialogue direct. Et pour moi, au début, c'était un petit peu extraordinaire de pouvoir dialoguer avec une âme. Je me disais, moi, qui suis si petit, est-ce que je suis capable de dialoguer avec une âme? Alors, effectivement, à cette époque-là, je n'avais pas conscience entièrement de qui j'étais. Et donc, je me posais la question, est-ce que la réponse que j'ai reçue, c'est vraiment une bonne réponse? Est-ce que c'est l'âme qui me répond, et donc j'arrive à communiquer avec une âme? Ou est-ce que c'est mon mental qui répond à la place de l'âme pour me rassurer sur le fait que je suis capable de communiquer avec une âme? Et donc, évidemment, donc au début, moi, j'avais des questions, j'avais mes réponses, je traitais, je me posais pas de questions jusqu'au jour où justement mon mental m'a dit, mais qu'est-ce qui te dit que c'est l'âme qui te répond et que c'est pas moi, ton mental, qui est en train de te jouer un tour? Alors là, j'étais les pieds au mur, et quand on est honnête, on est obligé de se poser ce genre de questions, parce qu'on est obligé d'appuyer son action sur des preuves et sur des expériences qui prouvent qu'on est dans la bonne direction. Alors, j'ai demandé au ciel de me donner un petit coup de main, et ce petit coup de main, il est arrivé sous forme d'une patiente. Et donc, je commence ma séance tout à fait normalement, et je pose tout à fait normalement la question à son âme, et je dis « lésion primaire ». Et cette âme me répond le mot « rose ». Alors, rose, on sait bien que c'est pas un organe. Et je dis à l'âme, tu me réponds rose, mais moi je veux pas rose, ce que je veux c'est un organe. Et l'âme, elle insiste, elle me dit rose. Alors au bout de quelques minutes, ça paraît très long, 2-3 minutes comme ça, j'arrivais pas à avoir la réponse que je souhaitais, j'arrivais pas à avoir un organe à traiter, mais l'âme était en train d'insister en me disant le mot rose. Et donc, au bout de 3 minutes, je dis à la personne, écoutez, j'essaie de dialoguer avec votre âme, je lui pose une question, elle me répond le mot rose. Est-ce que le mot rose vous évoque quelque chose? Et cette femme me dit, ne m'en parlez pas, rose, c'est ma couleur préférée. Chez moi, j'ai tout repeint en rose. Et puis, c'est en plus ma fleur préférée. Et dans mon jardin, il n'y a que des roses roses. Alors, quand j'ai entendu cette réponse, je me suis dit, tiens, le ciel m'a entendu. Je lui ai demandé de me donner un petit coup de main pour savoir si c'était mon mental qui répondait ou si c'était vraiment l'âme de mon patient. Et effectivement, mon mental ne pouvait pas savoir que cette femme aimait le rose et qu'elle en avait repeint toute sa maison et qu'elle n'avait que des roses roses dans son jardin. Et donc, le mental, il est reparti penaud. Et moi, j'ai gagné un petit peu dans la foi, dans ma capacité de dialoguer avec une âme. C'est comme ça que petit à petit, on parle de foi. La foi, c'est le résultat de l'expérience. C'est les preuves que donne l'expérience qui nous permettent de croire en quelque chose de solide. Et ça n'a rien à voir avec le credo, c'est-à-dire croire en des choses qu'on n'a pas vérifiées. Donc, voilà. Donc, effectivement, je vais mettre un protocole de vérification parce que le fait qu'on me réponde rose ne me prouve rien de particulier. Et donc, j'avais à vérifier
que c'était bien ce que me demandait l'âme. Alors donc, je fais mes doigts sur les épaules et je teste sur la pointe des épaules. Et donc, je mets mes mains sur l'organe in situ, c'est-à-dire que après le mot rose, j'ai reposé la question et l'âme a accepté de me donner un nom d'organe. Et donc, quand j'ai entendu le nom de l'organe, je me dois de vérifier que je ne me suis pas trompé. Autrement dit, je mets mes doigts sur les épaules de mon patient et je lui demande, est-ce que tu veux qu'on traite le cœur? Je sais très bien que l'âme m'a demandé le foie, mais je prêche le faux pour savoir le vrai. Et quand je demande, est-ce que tu veux que je traite le cœur, je sens la rétraction de l'âme. Elle me dit non. Est-ce que tu veux que je traite les poumons? Elle me dit non. Est-ce que tu veux que je traite la rate? Elle me dit non. Est-ce que tu veux que je traite le foie? Et elle me dit oui, c'est-à-dire que je sens le champ global de la personne qui augmente. Et donc, avant de faire le traitement, je teste l'amplitude des épaules et des hanches. On avait fait une expérience hier. Donc, je fais ces tests, je traite l'organe et je reteste après les hanches et les épaules et je m'aperçois que j'ai gagné en amplitude au niveau des hanches et des épaules. Et donc, tous les tests convergeaient vers le même résultat, vers la même réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, j'entendais bien et je dialoguais bien avec l'âme. Donc, grâce à il y a eu de multiples expériences, je vous en raconte une parmi tant d'autres, qui m'ont permis de progressivement prendre confiance parce que c'est pas évident, c'est tellement nouveau quand on commence à rentrer dans ce domaine que c'est pas évident de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, c'est toute une histoire. Donc, ces expériences m'ont permis de m'assurer que les tests et les soins étaient justes. Donc ça, c'est quand même rassurant quand on est thérapeute. Ça m'a donné vraiment une sensation très agréable de cohérence et de fiabilité parce que dans 100% des cas, j'avais le bon résultat. Et donc, ça a été une aide précieuse pour m'affirmer, pour travailler ma foi, tout simplement, sans ma capacité de dialoguer avec l'âme. Voilà. Donc, une fois qu'on a demandé l'organe, comment te sens-tu? Et donc, après, on a notre réponse. Une fois qu'on connaît l'organe à traiter, il faut le traiter. Donc là, jusqu'à présent, on a demandé quel est l'organe à traiter. Et maintenant, une fois qu'on sait quel organe traiter, il va être nécessaire de le traiter. Et pour ça, je vais continuer le dialogue avec l'âme et je vais poser une autre question à l'âme. Je vais lui dire, donc l'âme cellulaire du foie, par exemple, si je suis tombé sur le foie, je vais appeler l'âme du foie, les âmes cellulaires du foie. Et je vais dire à cette âme du foie, comment te sens-tu? Et qu'est-ce que j'ai comme intention derrière le comment te sens-tu? En fait, ce que je lui demande, c'est quelle est la souffrance qui est à l'origine de ta décision d'avoir fermé la porte? Je vous rappelle, j'avais hier donné l'image de la chaussette, hein, avec à l'intérieur un ballon qui était l'âme, et à l'intérieur du ballon, c'était la lumière. Et donc, j'avais expliqué que c'était l'âme qui, quand elle était agressée, se dégonflait, et donc la chaussette se rapprochait du ballon, et les trous entre les mailles étaient bouchés, ce qui fait que la lumière de l'esprit ne pouvait pas rayonner à travers la membrane cellulaire. Et donc, quand c'est l'âme qui décide de fermer la porte de la cellule, eh bien, je lui demande quelle est la souffrance qui est à l'origine de ta décision d'avoir fermé la porte. Et donc, l'âme, elle me répond en résumant sa souffrance par un mot simple, ce que j'appelle le mot magique. Et donc, si vous voulez, dans ce dialogue avec l'âme, dans ce que je viens d'expliquer, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on est dans un monde matérialiste, souvent on ignore l'âme. On ne sait pas qu'elle existe et on ne lui parle pas. Alors, quand je lui pose la question « Comment te sens-tu ?», j'imagine l'âme qui est en train de se dire « Tiens, il sait que j'existe, non seulement il sait que j'existe, mais en plus il me parle, et non seulement il me parle, mais il s'intéresse à moi, et il me demande comment je me sens. » Alors, j'imagine la surprise de l'âme cellulaire quand elle entend ce genre de questions. Et comme cette âme dit, tiens, s'il s'intéresse à moi, peut-être c'est ce qu'il a envie de m'aimer quelque part. Et donc,
tente une réponse et elle résume sa souffrance par un mot. Et donc, quand j'entends ce mot, qui est le mot magique, je vais répéter ce mot magique à haute voix 3 fois pour qu'elle puisse se dire, tiens, non seulement il sait que j'existe, non seulement il me pose des questions, il s'intéresse à moi, mais quand en plus je lui réponds, ben, il entend ma réponse. Et donc là, elle s'ouvre parce qu'elle dit, il a certainement envie de m'aimer, et c'est là que l'âme cellulaire décide de s'ouvrir. Alors voilà donc ce qui se passe quand j'essaie de traiter la lésion primaire et quand je pose la question, comment te sens-tu? Et après, je demande à l'âme, ok, tu me résumes cette souffrance par un mot et tu situes cette souffrance dans le temps à peu près à quand? Autrement dit, à quel âge est-ce arrivé cette souffrance? Et l'âme me répond. Et donc, vous allez voir tout à l'heure que parfois elle répond des choses qui sont un peu bizarres et on ne peut comprendre que si on fait de la physique quantique. Alors, un autre jour, je pose une question, quelle est la lésion primaire? On me répond, c'est le rein. Très bien. Alors, je vais sur le rein et je pose la question à l'âme du rein, comment te sens-tu? Et l'âme du rein me répond le mot assassiné. Donc, je demande à quel âge est-ce arrivé? On me dit à 43 ans. Bien. Et donc, je demande à cette âme, à la personne, et je lui dis, écoutez, je viens de dialoguer à votre âme, et donc, votre âme me dit le mot assassiné, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, l'air de dire, Chamodo, tu dérailles un peu, t'as perdu la tête ou quoi? Elle me dit, non, je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Bon, j'insiste pas, je continue mon soin tranquillement, et j'arrive sur le péricarde, et le péricarde, je lui pose la question, comment te sens-tu? Et il me répond également assassiné. À quel âge est-ce arrivé? À 43 ans. Alors je dis là, c'est un peu fort. Je commençais déjà à faire confiance dans mon dialogue avec l'âme, et du coup, j'insiste auprès de la femme, et je lui dis, écoutez, apparemment, votre âme, elle insiste, elle me dit qu'il y a eu un problème. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentative d'assassinat quand vous aviez 43 ans, etc. Et là, d'un seul coup, je vois son visage qui se défigure complètement. Et cette dame me dit, ben, j'avais complètement oublié, mais effectivement, mon mari a tenté de m'assassiner quand j'avais 43 ans. Seulement, cette dame, elle continuait de vivre avec son mari, et c'était tellement insupportable d'imaginer que son mari pouvait l'assassiner tous les jours qu'elle avait complètement occulté. Donc ça aussi, c'est une expérience qui m'a permis de prendre confiance un petit peu dans ma capacité de dialoguer avec une âme. Alors, comment j'interprète ça? Eh bien, j'interprète ça dans le fait que l'information toxique, elle pénètre à l'intérieur de la cellule au moment du choc. Et donc, la décision, quand il y a le choc, l'âme, elle prend la décision de fermer la porte. Et donc, la cellule se rétracte et la cellule perd de l'eau. Et c'est là que les problèmes commencent, comme on l'a vu. Alors donc, j'en conclus que finalement, tout l'art consiste à donner envie à l'âme cellulaire d'ouvrir la porte. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de l'aimer? Comment est-ce qu'on va inciter une huître qui a été normale, qui a été piquée et qui s'est fermée à s'ouvrir? Certainement pas en la piquant, mais tout simplement en l'aimant. Alors, voilà, donc, n'oublions pas que lorsque on est arrivé à ce résultat et que l'huître s'est ouverte, eh bien, elle libère, puisque l'information toxique était enfermée dans la cellule. Quand la cellule s'ouvre, la cellule libère l'information toxique. Et comme je l'expliquais hier, cette information toxique se retrouve coincée dans les corps subtils. Et il est nécessaire de la décoincer des corps subtils en disant que les informations perturbatrices sortent de nos corps et soient détruites, tout simplement. Voilà, pour les anecdotes. Alors, il y a une autre femme à qui je soignais une jeune femme de 18 ans. Je lui pose la question, lésion primaire, elle me dit un organe, et je lui demande à quel âge est-ce arrivé. Et là, elle me répond à 60 ans. Alors, si je me place du point de vue matérialiste, je sais qu'elle a 18 ans, c'est pas possible qu'elle ait eu un traumatisme à 60 ans, sauf si je raisonne en tant que conscience,
Et quand je raisonne en tant que conscience, forcément, la conscience, elle est éternelle. Et donc, elle s'incarne dans plusieurs corps. Et donc là, on va pouvoir parler de vie antérieure. Mais j'aime le contexte. Déjà, parler de vie antérieure chez les matérialistes, ça se fait pas. C'est impossible, puisque pour eux, quand le corps est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et donc, il faut imaginer qu'il y a quelque chose qui continue de vivre après la mort du corps, et effectivement, la conscience est éternelle. Alors, on va parler de vie antérieure ou de vie parallèle, et je vais m'expliquer un petit peu plus loin. Un autre jour, j'ai une femme qui est une amie, qui était chamane d'origine équatorienne, et qui avait une hanche extrêmement bloquée, tellement bloquée que ça faisait même pas 0 degré, ça faisait moins 15, moins 20 degrés. Et je savais qu'elle allait avoir sa prothèse de hanche dans l'année. C'est une prothèse de hanche gauche. Alors, je pose la question, lésion primaire, et on me parle d'ovaire gauche. Alors, je dis, OK, je vais traiter l'ovaire gauche, et je mets les mains près de l'ovaire gauche, et je sens qu'effectivement, le champ morphogénétique de l'ovaire gauche est très rétracté. Alors, je lui dis, tu as un gros problème au niveau de l'ovaire gauche. Et là, elle commence à rire, elle me dit, mais ça fait 10 ans qu'on me l'a retiré, mon ovaire gauche. Ben oui, on lui a retiré son ovaire gauche matière, mais l'ovaire gauche matière était rétracté parce que le champ morphogénétique de l'ovaire gauche était rétracté. Donc, on lui retire son ovaire de matière, mais le champ est toujours là et il est toujours rétracté. Or, sa hanche était bloquée à cause de cet ovaire qui était rétracté. Et donc, évidemment, à ce moment-là, quand elle m'a dit qu'on m'a retiré l'ovaire, quand ça m'est arrivé pour la première fois que je venais du matérialisme, eh bien, mon cerveau droit, avec le dialogue avec l'âme, me disait, il y a un problème d'ovaire gauche, mais mon cerveau gauche, qui a fait de l'anatomie et qui sait très bien que l'ovaire a été retiré, il dit, l'ovaire, il n'existe plus. Alors, qui croire? Est-ce que je crois le cerveau gauche ou est-ce que je crois le cerveau droit? Alors, si je suis scientifique, la seule réponse est, bah, tu expérimentes et tu vérifies. Alors, j'expérimente, je traite le champ morphogénétique de l'ovaire gauche et ça marche. Je sens le champ morphogénétique de l'ovaire gauche augmenter d'amplitude et donc retrouver son espace. Je reteste la hanche qui était complètement bloquée à moins 20 degrés et je suis à plus 90 degrés. Et cette amie n'a jamais eu de prothèse grâce à ça. Et donc, si je n'avais pas eu le courage et le début de foi qui me permettent de dire, après tout, peut-être que ton cerveau droit et ton intuition est plus fiable que le cerveau gauche. Et pourtant, j'ai une base scientifique, j'ai une formation de scientifique, j'ai tellement confiance dans mon cerveau gauche qu'à ce moment-là, c'était une révolution pour moi. Et puis une autre femme, comme je l'expliquais hier, je tombe sur une femme, je demande la lésion primaire, on me dit prostate. Alors, même problème, même dilemme. Mon cerveau gauche sait très bien, en ayant fait d'anatomie, que les femmes n'ont pas de prostate, mais mon cerveau droit me dit, c'est un problème de prostate, il faut que tu soignes la prostate. Alors, même chose, je mets en place des protocoles de vérification, je traite la prostate et je vois que tous les tests arrivent confirment qu'effectivement, il y avait un problème de prostate. Et quand je traite la prostate, eh bien, je vois de grandes améliorations partout dans le corps, que ce soit au niveau des hanches ou des épaules. Et donc, toutes ces expériences m'aident à commencer à comprendre un peu de quoi il retourne quand on parle des lois de la physique quantique. Alors, pour revenir, quand on parle d'une prostate de femme, ça fait quand même réfléchir. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, on peut expliquer tout simplement que si j'ai un impact important sur le corps, c'est justement parce que j'ai renoncé à agir sur le corps, mais parce que j'agis sur le champ, qu'on peut appeler l'âme également. Autrement dit, c'est parce que je soigne l'âme que j'ai un impact important sur le corps. Mais si on réfléchit bien, et si on accepte l'idée que l'âme est immortelle et qu'elle change de corps, c'est ce qu'on appelle la réincarnation, à ce moment-là, cette âme, l'âme de cette femme qui n'avait pas de prostate physique, bien entendu, mais l'âme de cette femme avait déjà habité plusieurs corps d'hommes et de femmes
Ce qui veut dire que dans ces conditions, l'âme, elle a tous les attributs sexuels. Et donc, l'âme d'une femme, elle a un champ morphogénétique prostate. Alors, à partir du moment où on commence à raisonner à ce niveau-là, on va être amené à se poser une question, parce que vous savez, on parle de non-localité. La physique classique dit le temps existe, l'espace existe. La physique quantique dit non, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. Il y a de quoi s'y perdre dans cette histoire-là. Hein. Et donc, on est en plein dans l'intemporalité quand on parle de vie antérieure et de vie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé du professeur Régis Dutheil lors d'une de mes conférences, qui disait finalement que le corps est une image holographique de la conscience, projetée à travers le mur de la lumière. Donc, on sait qu'il y a des particules qui sont toujours au-dessus de la vitesse de la lumière, qu'on appelle des tachyons. Et d'après Régis Dutheil, notre conscience est constituée de tachyons, donc dans une dimension qui est au-dessus de la vitesse de la lumière. Or, au-dessus de la vitesse de la lumière, effectivement, il n'y a pas d'espace et de temps. Bien. Mais quand Régis Dutheil dit quand la conscience est un tout comparable à la lumière blanche, le passage du mur de la lumière, quand la conscience passe à travers le mur de la lumière pour s'incarner dans un corps matériel en dessous de la vitesse de la lumière, eh bien, le passage du mur de la lumière joue sur la conscience le rôle que joue le prisme sur la lumière blanche. Autrement dit, quand la lumière blanche passe à travers un prisme, le prisme décompose la lumière en 7 couleurs. Eh bien, de la même manière, quand la conscience superlumineuse passe le mur de la lumière et s'incarne dans un corps sous-lumineux, eh bien, cette conscience se décompose, la conscience totale se décompose en personnalités multiples et en vies multiples simultanées. Autrement dit, cette conscience va habiter plusieurs corps en même temps du point de vue superlumineux. Si on se passe du côté de la conscience qui est au-dessus de la vitesse de la lumière, puisque le temps n'existe pas, on va dire qu'il y a plusieurs... cette conscience habite plusieurs corps simultanément. Mais si on se place du point de vue du corps qui est en dessous de la vitesse de la lumière, cette âme, effectivement, habite plusieurs corps, mais qui se succèdent dans le temps, et c'est ce qu'on parle, et c'est là qu'on parle de vie antérieure. Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça. Je t'entends pas du tout. Oui, je pense que c'est compréhensible. Après, ils poseront des questions s'ils veulent plus d'informations. D'accord. Il n'y a pas de questions, tout va bien? Pour le moment, oui. Ils me disent que oui, ça va. Patrick qui nous dit oui. D'accord. Et Roméo qui nous dit très intéressant. Donc, je pense qu'ils suivent. En même temps, c'est un public averti. D'accord. Et il n'y a pas de mauvaises questions. N'hésitez pas à poser. Mireille qui dit oui, très clair. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Profitez-en. Voilà. Donc, si quand cette femme avait un problème de prostate, donc je vous rappelle que quand je pose une question à une femme qui a un problème de prostate et que je lui demande si elle se lève la nuit pour aller uriner, elle me répond tout oui, enfin 9 fois sur 10. Et donc quand je traite la prostate, la fois d'après, elle me dit non, je me lève plus la nuit pour aller uriner. Et en plus, j'ai mes hanches qui sont décoincées. Donc si vous voulez, si la médecine se rigidifie dans une conception matérialiste, elle ne pourra pas aider cette femme qui avait un problème de hanche à cause d'un problème de prostate, puisque pour la matière, les femmes n'ont pas de prostate. Et donc, cette femme se retrouve avec une prothèse de hanche, en plus du fait qu'elle se lève toute la nuit pour aller uriner. Et si je l'ai sortie d'affaire, c'est tout simplement parce que la physique quantique m'a ouvert l'esprit et m'a dit, OK, essaye d'expérimenter, puisque effectivement, c'est pas logique d'un point de vue matérialiste, mais ce qui n'est pas logique d'un point de vue matérialiste, c'est pas forcément la réalité. Tu sais très bien que la réalité, elle est ailleurs que dans la matière. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu aider toutes ces femmes qui avaient des problèmes de prostate. Voilà. Donc, j'ai terminé pour les petites anecdotes. C'est juste pour vous montrer dans quel monde un peu bizarre je suis. Un peu bizarre du point de vue matérialiste, mais tout à fait logique et normal du point de vue de la physique quantique. Alors, évidemment, du point de vue matérialiste, c'est fou, et du point de vue de la physique quantique, c'est raisonnable ce que je dis. Mais alors, quel est le plus fou quand on sait que la physique classique repose sur des principes qui ne sont pas prouvés,
alors que la physique quantique repose sur les 5 principes qui sont prouvés. Alors, qui est le plus fou dans ces cas-là? Alors, je pose la question. Alors maintenant, c'est bien beau toutes ces histoires que je vous raconte, mais c'est pas le tout. Il faut qu'on vérifie si c'est efficace ou pas, tout ce que je dis. Et quelle est la manière de vérifier si c'est efficace? Eh bien, on a le corps pour ça, et le corps va nous servir de feedback. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les conférences précédentes, j'avais parlé du compas. Vous voyez que ce compas à gauche, on a collé entre les deux branches une ficelle de 3 cm. Ce qui fait que je peux ouvrir le compas jusqu'à ce que la ficelle soit mise en tension à 30 cm, et je ne peux pas plus loin. Autrement dit, je n'ouvre le compas qu'à 45 degrés. Par contre, si je colle une ficelle de 6 cm, je vais pouvoir ouvrir le compas jusqu'à 90 degrés. Et si je mets 8 cm, eh bien, j'ouvre le compas jusqu'à 180 degrés et je vais montrer l'image, peut-être comme ça, que les gens puissent voir. Alors, moi, je n'ai pas le diapo. Hein. Tu n'as pas le diapo, là? Oui, il faut que tu fasses, comme d'habitude, la petite manip pour que je puisse le montrer en direct. J'avais fait tout à l'heure, c'est bizarre. Je clique sur Send, c'est ça? Oui. Et donc, en attendant, je lis vos petits commentaires. Donc, Patrick qui dit c'est très intéressant, j'écoute, totalement à l'écoute. Jean-Luc qui dit très clair sur les vies antérieures qui sont en réalité parallèles. Donc, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, voilà. Donc, il y en a qui parlent aussi des membres fantômes. Donc, tu vois, là, tu me l'as mis à l'écran, c'est bon. Il faut juste que tu me l'ajustes bien à l'écran, à la bonne taille. Donc oui, on a des membres fantômes, des fois, qui peuvent faire souffrir des personnes qui ont vécu dans un autre corps et qui ont quelque chose et que dans ce corps-là, ils le ressentent, continuent de le ressentir. Alors. Donc, est-ce que les gens voient le schéma, là? Voilà, maintenant, je peux le partager. C'est bon. Mais on voit tout le tour de ton écran aussi, donc c'est pas très, très net, mais on voit le compas. Ah bon? C'est mieux comme ça? Voilà, c'est mieux. D'accord. OK. Donc, simplement pour vous expliquer que le compas, par exemple, c'est une épaule ou c'est une hanche. Hein, et donc, l'amplitude d'ouverture du compas représente l'amplitude d'élévation antérieure du membre supérieur, c'est-à-dire de l'épaule. Et donc, en fait, l'amplitude maximale exprime la longueur du tissu. Et donc, la longueur du tissu exprime le niveau de volume cellulaire. Et le volume cellulaire exprime le niveau de connexion à l'âme. Est-ce que c'est clair? Ce qui veut dire que plus les cellules sont ouvertes et volumineuses, plus le tissu est long et plus la connexion à l'âme est importante. Et comme l'âme, c'est l'amour, la paix, la joie, ça veut dire plus le bien-être est ressenti. Alors donc, on a un test qui évalue le niveau de connexion à notre âme. C'est quand même quelque chose d'original et de nouveau. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais maintenant changer de diaporama. J'ai terminé enfin avec les outils et je vais pouvoir maintenant revenir sur la dernière. Et du coup, je recommence la manœuvre, je crois. Je souris parce qu'il y a Virginie qui dit « Bonsoir, j'ai loupé le direct, je regarderai en replay ». C'est pas très grave si vous êtes en retard, il y a le replay. Mais c'est plus sympa quand on est ensemble et que vous pouvez poser vos questions. Voilà, alors j'essaye de ne pas me tromper. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on l'a là. Voilà, donc là, on n'a pas tout l'écran. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, la longueur du tissu, quand on mesure l'angle, en fait, on mesure la longueur du tissu, le pourcentage de connexion et le pourcentage de bien-être, tout simplement. Alors maintenant, les résultats. Et je pense que ça, c'est là que les choses sont les plus importantes. Quand on a un tissu trop court, comme par exemple une épaule, on sait que le tissu est trop court, donc quand on est kiné, on nous apprend à tirer sur le tissu. Donc on prend le tissu par les deux extrémités, c'est mon corps qui agit sur le corps et qui lutte contre la rétraction des tissus. À ce moment-là, c'est ce que j'appelle les outils matérialistes, puisque c'est le corps qui agit sur le corps.
Et donc, j'utilise cet outil matérialiste localement, c'est-à-dire je prends dans mes mains les deux extrémités du tissu que je vais tirer. Et quand je tire dessus, eh bien, ça ne rallonge rien du tout. Et c'est à partir de ce constat qui a déclenché toute ma recherche. Je me suis posé la question pourquoi, et après il y a tout ce qui est venu après, tout simplement parce que il faut agir non pas sur le corps, mais il faut agir sur le champ morphogénétique. Alors après, j'ai fait toute cette recherche dont je vous ai parlé, et j'ai mis au point ces outils quantiques dont je vous ai parlé. Et quand j'utilise ces outils quantiques, alors quand je ne sais pas, vous voyez l'image là ici. Imaginons que la norme, c'est-à-dire la perfection, fait 8 cm comme le compas de droite, et qu'à cause des hormones de stress, eh bien, le tissu soit rétracté à 3 cm. Autrement dit, ce tissu devrait faire 8 cm, il s'est rétracté, il fait que 3 cm. Conclusion, il y a 5 cm de rétraction, ce qui est quand même super important. Eh bien, sur 5 cm, quand je tire dessus mécaniquement parlant, je rajoute 0 mm. Donc, c'est vite vu que le résultat, il est nul. Mais quand j'utilise les outils quantiques, sur 5 cm de rétraction, je vais réussir 1 cm. Alors tiens, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est encore pas au point, parce que si je récupère 1 cm sur les 5 cm qui sont perdus, ça ne suffit pas. C'est déjà mieux que quand j'étais matérialiste, mais ça ne suffit pas. Alors, j'ai eu l'idée d'utiliser ces outils quantiques d'une manière loco-régionale. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait l'anatomie dans une des premières conférences, j'avais montré les liens qui existaient entre les hormones de stress, la rétraction du péricarde qui a entraîné la rétraction du ligament entre le péricarde et le crâne. Et du coup, ça tirait les os du crâne, ça les mettait de travers. Quand les os du crâne se mettaient de travers, ça bloquait l'hypophyse, l'hypothalamus, qui bloquait du coup eh bien, la thyroïde, le thymus et les glandes surrénales. Donc quelqu'un qui, par exemple, est fatigué, fatigue chronique, et qui fait un burn-out, il fait un burn-out parce que les surrénales ne fonctionnent plus. Donc on va me dire, ok, je suis fatigué, tu me débloques les glandes surrénales. Mais je vais répondre, les glandes surrénales, elles sont bloquées parce que l'hypophyse, l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre de toutes les glandes hormonales, est bloqué. Donc ça sert à quoi que je débloque les surrénales si je ne débloque pas préalablement donc l'hypophyse, l'hypothalamus? Alors la personne me dit, ok, donc tu débloques l'hypophyse, l'hypothalamus et après tu débloques mes surrénales. Mais je vais dire, ok, mais l'hypophyse, l'hypothalamus est bloqué parce que les os du crâne sont de travers. Donc ça sert à quoi que je traite l'hypophyse, l'hypothalamus si je ne remets pas les os du crâne en place? Alors il me dit, ok, tu remets les os du crâne en place, puis l'hypothalamus, puis les glandes surrénales. Mais je lui dis, ok, mais ça sert à quoi de remettre les os du crâne en place si le ligament entre le péricarde et le crâne est rétracté, puisque le crâne va se remettre de travers. Et donc, effectivement, il me dit, à ce moment-là, tu fais le péricarde, le ligament, puis après, tu fais les os du crâne, puis après, tu fais l'hypophyse, l'hypothalamus, après, tu fais enfin les glandes surrénales. Et là, ça marche. Donc, voilà ce que c'est qu'une utilisation loco-régionale. Et quand on utilise ces outils avec une utilisation loco-régionale, sur 5 cm de rétraction, on obtient 2 cm de rallongement. Alors je me suis dit, ça ne suffit pas, il manque une pièce au puzzle. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rallonger de 5 cm sur 5 cm de rétraction? Eh bien, la réponse, elle est une fois de plus dans la physique quantique. Simplement, il ne faut pas oublier que le corps est un champ quantique holographique et que ce n'est pas de la matière et de la vulgaire mécanique. Et donc, si le corps est un champ quantique holographique, eh bien, il faut continuer de comprendre un peu plus le mode d'emploi de la physique quantique. Et pour comprendre le mode d'emploi de la physique quantique, il y a un procédé pédagogique qui est très intéressant, qui aide mieux à comprendre ce que c'est qu'un champ quantique, qui est l'holographie. Alors, l'holographie, on va enfin en parler. On va commencer par parler de David Bohm, qui est un physicien qui est mondialement connu, qui a contribué donc à la physique quantique, qui a contribué à la physique théorique,
qui a une contribution aussi importante sur le plan de la philosophie, en neuropsychologie. Il a participé au projet Manhattan, donc c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux, mais enfin c'est une manière de voir les choses. Et il a donc conduit des entretiens filmés avec Krishnamurti. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement évolué et qui a parlé de la théorie de l'ordre implicite. Et donc cette théorie rejette la fragmentation de la physique newtonienne, c'est-à-dire en fait le local pour parler de non local, et se fonde sur l'holisme également présent dans la théorie de la relativité et la physique quantique. Donc même Einstein avec la relativité avant la physique quantique parlait de non local. Alors Bohm utilise l'hologramme comme analogie pour illustrer l'ordre implicite et pour illustrer ce que c'est qu'un champ quantique quelque part. Et donc ça, c'est le rejet du dualisme, c'est le rejet de la séparation entre la conscience et la matière. On avait vu avec Nassim Haramein que la conscience, c'est justement l'interaction entre la conscience, entre le champ et la matière. Et donc, la matière comme le champ sont spirituels et sont la conscience. Voilà. Alors, donc, dans l'holisme, on a la racine hol, c'est la même racine que holistique. Hein. L'holisme est la tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties au travers de l'évolution créatrice. Donc, la pensée holiste, elle tente à expliquer un phénomène comme étant un ensemble indivisible, la simple somme des parties ne suffisant pas à la définir. Autrement dit, ça ne sert à rien de la couper en morceaux, hein, comme la médecine coupe le corps en morceaux. Et donc, cette médecine spécialisée, c'est une médecine qui est dans la pensée réductionniste, qui tente à expliquer un phénomène en la divisant en morceaux. Et donc, la médecine divise le corps en différents organes et en anatomie. Donc, vous voyez que là, on est toujours dans ancien et nouveau paradigme. Alors, pour illustrer l'holisme, pour illustrer ce que c'est qu'un champ quantique, on parle de la même chose, hein, eh bien, comprendre ce que c'est qu'un hologramme va nous aider à le faire. Qu'est-ce que c'est que l'holographie? C'est un procédé photographique qui consiste à produire des images en 3D. Donc, l'inventeur de l'holographie, c'est Denis Gabor, qui était ingénieur et physicien. Et c'est lui qui a inventé l'holographie et il a été prix Nobel de physique en 1971 pour cette découverte. Alors, qu'est-ce que c'est que l'holographie? Donc, c'est un procédé d'enregistrement de l'onde diffractée. On envoie un rayon laser sur un objet et du coup, on enregistre les ondes diffractées donc à partir du laser. Et grâce à cet enregistrement, on va pouvoir restituer après une image de cet objet en 3 dimensions. Donc, je pense que vous avez tous vu des images holographiques. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez par exemple un négatif de photo normale, vous le déchirez en 2, vous jetez une moitié. Avec la moitié qui vous reste dans les mains, vous ne pouvez faire que la moitié de l'image. Mais si vous prenez un négatif d'hologramme que vous le déchirez en 10 morceaux, vous récupérez un morceau sur les 10, et avec ce 1/10 de négatif, vous pouvez reconstituer toute l'image. Pourquoi? Parce que dans chaque point de l'image de l'hologramme, vous avez toute l'image. Donc, c'est ce que dit Denis Gabor, chaque morceau d'hologramme peut restituer la même image de l'hologramme entier. Alors, donc, voilà qui est surprenant, et surtout quand on comprend que le corps est un hologramme, ça va commencer à expliquer pourquoi, quand on tire sur un tissu, ça se rallonge pas. Et donc, quand on cherche la conscience et que, au début, dans la conception matérialiste de l'être humain, de la réalité, donc de notre identité, eh bien, les neurochirurgiens Wilder Penfield disaient que, eh bien, la conscience était dans le cerveau et que, ça c'est en 1920, et que chaque souvenir avait une place particulière dans un endroit précis du cerveau. Donc ça, c'est une affirmation qui était gratuite, qui n'était qu'une hypothèse, qui n'a jamais été prouvée, et qui a été admise comme étant la vérité, parce qu'elle était émise par un grand professeur neurochirurgien. Voilà un petit peu les défauts de la science, de l'ancienne science finalement, qui effectivement n'avait pas toutes les preuves, donc il fallait bien qu'elle commence par émettre des hypothèses, mais quand on émet une hypothèse,
on dit que c'est une hypothèse, on ne dit pas que c'est une certitude. Alors, le problème, c'est qu'après, il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment par Carl Spencer Lashley, qui est biologiste, psychologue et comportementaliste, et lui qui a fait une expérience très particulière. Il s'est rendu compte qu'en fait, on ne peut pas localiser une mémoire dans un endroit précis du cerveau. Elle est non localisée et on revient dans le non local. Et donc, Carl Lashley, lui, il entraînait des rats à courir dans un labyrinthe, et ces rats apprenaient progressivement le labyrinthe et finissaient. Le temps pour atteindre le but du labyrinthe était de plus en plus court au fur et à mesure qu'ils étaient de plus en plus entraînés. Et donc, ça veut dire que ces rats mémorisaient le labyrinthe. Et quand il avait fait ces expériences, après, une fois que les rats avaient mémorisé, il prélevait des petits morceaux de matière grise du cerveau des cobayes pour voir ce qui se passait. Et quelle que soit la partie du cerveau enlevée, le rat était toujours capable de parcourir le labyrinthe. Et donc, quand ils ont fait tous les endroits du cerveau, ils en ont conclu que la mémoire n'était pas localisée dans une partie du cerveau. Alors voilà qui est étrange pour un matérialiste, mais qui ne l'est pas pour la physique quantique, parce que c'est de ça dont on parle depuis le début en physique quantique. Par contre, il s'est rendu compte que à partir du moment où on prélevait plus de 20% de la masse du cerveau, là, le rat commençait à perdre son aptitude à retrouver son chemin. Et donc, la conclusion, tout simplement, c'est que le cerveau, il est holographique. Chacune des cellules est capable d'obtenir une image de l'ensemble. Notre cerveau a un fonctionnement holographique. Et donc, ça, c'est une preuve. Donc, non locale. Ensuite, il y a eu un monsieur qui s'appelle John Carl Haeckel, qui a été prix Nobel de physiologie et de médecine en 1963, qui est le premier à avoir émis l'hypothèse de l'origine électrique des signaux nerveux, et il a découvert des processus ioniques impliqués dans l'excitation et l'inhibition des cellules nerveuses. Et donc, il a découvert des microchamps. On commence à parler de champs, ce qu'on appelle les microchamps d'Haeckel, des milliers d'ondes électriques qui se propagent dans les synapses, et donc il finissait par conclure que le cerveau est une machine qu'un fantôme pouvait faire marcher. Donc, il découvre des champs d'ondes électromagnétiques qui sont au niveau des synapses. Et puis, il y a un autre monsieur qui s'appelle Karl Pribram, qui est assez connu, qui est un neurologue, chercheur en psychologie et en sciences cognitives à Washington, et lui qui reprend les travaux de Denis Gabor et les travaux de Haeckel pour dire ces milliards d'ondes cérébrales pourraient former des interférences, puis des hologrammes cérébraux, pouvant servir de support biophysique au processus de la pensée et de la mémoire. L'hologramme offre un modèle des processus cérébraux. Les hologrammes sont présents dans les organismes vivants et portent des informations. Alors, quand je disais tout à l'heure que quand on fait une visualisation, on crée des hologrammes, vous allez voir que je suis très près de la réalité. Et donc, il a démontré, en travaillant avec Denis Gabor, que l'enregistrement dans un champ a les caractéristiques d'un hologramme. Lire un souvenir, c'est percevoir un hologramme, dit-il. Et il pressent que l'enregistrement a lieu sous forme d'onde dans un champ électromagnétique qui enveloppe le cerveau. Alors, tous ces gens-là étaient des précurseurs. C'est des gens qui avaient émis des hypothèses qui étaient justes, qui, plus tard, ont été vérifiées, et notamment en biophotonique. Et quand en biophotonique, on va parler de champs photoniques holographiques. Et donc, les chercheurs Marker, Schempp et Mitchell donc, ont travaillé sur ce concept. Et donc, ils ont dit le cerveau est une antenne. C'est pas du tout le cerveau qui stocke les informations. Et cette antenne, elle reçoit les fréquences qu'elle traduit en images. Donc, ils ont démontré, ces gens-là, que percevoir, c'est former un hologramme et que se souvenir de la perception, c'est enregistrer l'hologramme. Bon, on arrive ensuite en biophotonique et on dit que le champ biophotonique, j'avais fait toute une conférence sur la biophotonique. Rappelez-vous que les cellules communiquent entre elles grâce à des biophotons, à des photons, c'est-à-dire à de la lumière tout simplement, qui sont sur la fréquence des ultraviolets. Et donc, tous ces photons qui sont émis par les cellules
forment un champ de biophotons. Et donc, ce champ, c'est le résultat de tous les biophotons qui sont émis par les cellules. Et ce champ enveloppe, c'est un champ enveloppant collectif qui assure la cohérence et l'unité des systèmes biologiques. Comme c'est un champ holographique, chaque cellule a accès à toute l'information. Donc voilà le docteur Maevan Ho qui nous dit que le champ de photons, ce fameux champ holographique, est semblable à un fluide, comme l'eau, dans un récipient, mais fait de consistance lumineuse. De la sorte, il peut être animé de vagues, il envoie des ondes de biophotons dans son environnement. Alors, la personne après qui est vraiment fondamentale dans la recherche, c'est le docteur Piotr Garayev, qui a découvert que le code génétique était holographique et que ça n'avait rien à voir avec la molécule, que la molécule, ce n'est que la matérialisation de quelque chose qui est plus subtil, qui est un champ holographique. Le champ vibratoire créé dans l'organisme par l'ADN a les caractéristiques d'un hologramme. Et donc, c'est ce qu'on appelle le génome ondulatoire ou supergène. Donc, l'hologramme porte les informations génétiques d'organisation et de coordination du fonctionnement des cellules. Et donc, ils ont montré que l'ADN a une fonction de stockage d'informations et sa capacité est considérable. Vous vous rappelez qu'ils ont fait des expériences, qu'ils ont mis le code génétique d'un canard sur des ondes et qu'ils ont envoyé ces ondes sur des œufs de poule. Alors, Schempp montre que les hologrammes sont inscrits dans le plan des paires de bases de la double hélice. Donc, il y a des hologrammes dans l'ADN. Cela explique pourquoi la molécule d'ADN comporte deux brins qui portent la même information génétique. Le champ vibratoire holographique s'appuie sur la structure entière de l'ADN et surtout sur les 98 non-protéinocodants, les introns, qui détiennent donc un rôle fondamental dans la structure fractale. Alors, je rappelle que Régis Dutheil disait que le corps est une image holographique de la conscience projetée à travers la lumière. Et donc, ça a des conséquences extrêmement importantes. Et donc, ça ne fait qu'exprimer les lois de la physique quantique, bien entendu. Donc, la conséquence la plus connue, c'est si, par exemple, on va prendre un blocage d'épaule. Si je pense que le corps est de la mécanique et que je vois une épaule bloquée, je vais dire que c'est un blocage d'épaule. Je vais croire qu'il y a un problème local au niveau de l'épaule. Et je vais donc devenir spécialiste de l'épaule, c'est-à-dire que je vais agir localement sur l'épaule. Et vous vous rappelez que quand on fait ça, ça ne marche pas. Et donc, par contre, si le blocage d'épaule est sur un hologramme, ça veut dire que ce blocage d'épaule n'est pas un blocage d'épaule, mais que ce blocage d'épaule exprime tous les blocages qui sont partout dans le corps, puisque dans l'hologramme, dans chaque point du corps, exprime tout le corps. Donc, un blocage d'épaule devient l'expression de tous les blocages du corps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important et qui a des conséquences qui ne sont pas trop connues. Donc, d'abord, on va commencer par le fait que quand on agit, rappelez-vous que tout à l'heure, je faisais des lésions primaires. Eh bien, je me suis rendu compte que quand j'agis, par exemple, sur le sein droit, ça débloque les hanches. C'est quand même bizarre cette affaire parce qu'il n'y a pas de relation mécanique entre un sein droit et une hanche gauche, par exemple. Par contre, il y a une relation informationnelle et donc, si vous voulez, ça, je l'ai constaté tous les jours et je suis sûr que c'est comme ça que ça marche. Quand j'agis sur un point du corps, il y a un impact sur tout le corps et donc l'intention LHCP qui est finalement ciblée sur un point précis va entraîner une réaction dans le corps tout entier. Et dans ces cas-là, on satisfait le principe d'indivisibilité de la physique quantique. C'est le principe numéro 3. Mais l'autre conséquence qui est moins connue, c'est que pour qu'un point du corps soit parfait, si chaque point exprime tout le corps, si le point a un problème, c'est qu'il exprime les problèmes qui sont dans tout le corps. Et si on veut que ce point soit parfait, ben, il va être nécessaire de traiter tout le corps. Et on a illustré ça hier en faisant l'expérience sur une hanche. Et vous avez vu que quand vous avez dit des formules magiques, des prières qui concernaient chaque partie du corps, on a cité pratiquement toutes les parties du corps, sauf la hanche. Et ça a débloqué la hanche. Eh bien, c'est exactement la conséquence de l'holographie. Conclusion, si on veut avoir un impact
et récupérer nos 5 cm de longueur, comme on l'avait dit tout à l'heure, eh bien, il est indispensable et incontournable d'utiliser d'une manière globale, c'est-à-dire holographique, les outils quantiques. Les outils quantiques, donc, on va les utiliser sur toutes les cellules. Et évidemment, il est important de ne pas oublier les cellules des os, parce que quand on arrive à réharmoniser les cellules des os, les lésions ostéopathiques disparaissent. Or, il faut savoir que j'ai constaté par l'expérience que quand il y a des lésions ostéopathiques, ça entraîne des rétractions des fascias, mais également quand les fascias se rétractent, ça va entraîner des lésions ostéopathiques. Donc, c'est important d'agir dans les deux cas, c'est-à-dire d'agir sur les fascias, mais d'agir aussi sur les lésions ostéopathiques. Mais pour que les fascias se rallongent, il va être nécessaire de faire le protocole complet, c'est-à-dire de faire tous les tissus et toutes les cellules de tout le corps. Et bien, quand on fait ça, eh bien, on satisfait le principe numéro 1 d'indétermination de la physique quantique, parce que la LHP, c'est pour ça que la LHCP ne s'intéresse pas à un symptôme particulier et que le traitement n'est pas ciblé. Voilà, à chaque fois qu'on me demande est-ce que ça marche pour telle chose, telle chose, telle chose, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Et ça satisfait également le principe d'indiscernabilité, parce que la libération holographique du percure péricard est généraliste et non pas spécialiste. Si j'étais spécialiste de l'épaule ou de la hanche, j'aurais jamais débloqué l'épaule ou la hanche, tout simplement. Alors, évidemment, quand j'ai une utilisation globale, c'est-à-dire holistique, c'est-à-dire holographique des outils quantiques dont j'ai parlé, eh bien, j'ai enfin mon résultat de 100%, j'ai enfin récupéré mes 5 cm sur 5 cm de rétraction et j'ai enfin terminé ma recherche et ma quête pour arriver à rallonger les tissus. Ouf! Alors maintenant, on va pouvoir parler des résultats. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui. Alors, il y a une question, Lydie, qui dit comment faire pour avoir une consultation difficile d'accéder à son site. Donc là, j'étais en train de lui écrire que je lui donnais ton mail. Alors, voilà. Le petit souci, c'est que depuis 3 jours, j'ai mon ancien site qui a été fermé et je suis en train d'ouvrir un nouveau site et j'ai pas encore eu le temps de mettre tout à jour. Donc, n'ayez pas peur. Si vous patientez 1 semaine, 10 jours, il y aura tout sur mon site. Mais déjà maintenant, si vous allez sur mon site www.chamodo.fr, vous pouvez cliquer sur le lien prendre rendez-vous, il n'y a aucun souci. Et quand vous cliquez sur consultation, vous avez les dates des consultations à Paris, vous avez les dates de consultation en Suisse, et vous savez qu'au Sable d'Olonne, c'est toute l'année. Donc, à vous d'aller directement sur le site et de cliquer sur les liens qui vous amèneront à la prise de rendez-vous. Pas de problème. Oui, d'ailleurs, comme tu seras à Paris en mars, il y a des consultations qui vont être prévues le 23, le 24 et le 25 mars. Exactement, et qui ne sont pas encore sur mon site. C'est pour ça que c'est gentil de le… On l'a décidé juste avant la conférence. Comme on s'est dit, on va faire une conférence ensemble et que tu seras à Paris. Je lui ai dit, pourquoi tu ne donnes pas des consultations? Parce qu'à chaque fois, le planning, il est plein à Paris. Pendant qu'on parle de cette fameuse prochaine conférence d'ici 1 mois, il faut savoir que cette conférence sera assez fournie également, comme d'habitude, quoi, et qu'elle sera en 2 parties. Mais je vais expliquer la progression que j'ai faite sur le plan des techniques, de la kinésithérapie à l'ostéopathie et de l'ostéopathie à la libération holographique du cœur péricarde. Et bien entendu, cette progression, elle est faite parce que j'ai une compréhension de plus en plus précise de la réalité. Donc, voilà. On va parler beaucoup d'ostéopathie, de différentes techniques d'ostéopathie, comment elles ont évolué et comment je suis allé un petit peu plus loin et que la LHCP, finalement, peut être considérée comme un aboutissement un petit peu plus loin de l'ostéopathie. Ok. Donc voilà, comme ça, c'est dit. Vous savez qui vient à Paris, si vous avez envie. Donc, ouf, on a compris ce que c'est que la réalité. On a compris que du coup, il n'y avait pas d'ennemis. On a du coup compris que du coup, on était dans une logique d'amour. C'est super parce qu'on a compris en même temps que la stratégie consistait à aider une huître à s'ouvrir, la pauvre huître qui a été maltraitée
et qu'elle pouvait s'ouvrir qu'avec de l'amour. Et donc, dans nos stratégies, on a utilisé donc œuvrer pour le bien-être cellulaire, c'est-à-dire augmenter le volume et reconnecter les cellules. Ouf, on y est arrivé parce qu'on avait des outils qui étaient corrects. On a utilisé les outils quantiques. On a vu que d'utiliser les outils quantiques, ça suffisait pas, loin de là, et que pour que ça marche, il fallait utiliser les outils quantiques d'une manière holographique, c'est-à-dire holistique, c'est-à-dire globale. Bien, on y est arrivé et on a fait le traitement complet. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'un traitement? Voilà, quels sont les résultats, finalement, d'une séance en consultation en libération holographique du cœur péricarde. Alors, eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais on va bientôt arriver au bout. Hein. Alors. Est-ce que j'ai besoin de partager quelque chose? Je ne sais pas. Ben, c'est toi qui me dis. Est-ce que tu veux montrer quelque chose aux personnes? Ah non, non, non. Ben là, je vais continuer. Si tu veux, tu peux montrer. Ah oui, d'accord, ok. Mais quand c'est toi, c'est toi le maître de l'image, donc tu décides où tu veux montrer ou pas montrer. Je te fais Parce que si tu veux que je partage des choses, il faut que ton écran soit nickel. Oui, mais dès que je veux te partager, je vais mettre un écran nickel. Mais en attendant, je te vois quand il est pas nickel. C'est pour ça que… Ok, ok. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de notre quête. On a rallongé de 5 cm sur 5 cm. Alors, quelles sont les conséquences? Alors, évidemment, si tu veux, là, je le mets au cas où tu as envie de montrer du texte, mais tu le montres quand tu veux le texte. Hein. D'accord. Obligatoire de le montrer en permanence. Quand tu estimes que c'est nécessaire, tu peux le montrer. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je viens d'expliquer que grâce à ça, on a obtenu un rallongement tissulaire. Très bien. Mais quelles sont les conséquences de ces rallongements tissulaires? Parce que, comme vous l'avez compris, c'est holographique et ça se rallonge de partout. Hein. Ben, évidemment, quand les tissus se rallongent, il y a une disparition des tensions, c'est-à-dire il y a une détente corporelle qui est extrêmement importante et il y a un lâcher-prise très important. Tellement important d'ailleurs que je conseille aux gens, quand ils repartent de chez moi et qu'ils prennent leur voiture, de faire attention au volant parce que lâcher-prise au volant, c'est pas très très bon pour la santé. Et donc, en prenant des précautions, si on s'endorme au volant par exemple, s'ils ont les paupières lourdes, je leur demande de se mettre sur le bord de la route, de dormir un quart d'heure et de repartir. Dans ces cas-là, il n'y a aucun danger. Par contre, si les gens ont l'habitude de lutter contre le sommeil avec les paupières qui papillotent, et si habituellement ils arrivent à lutter et à vaincre leur sommeil, là, pendant 48 heures après une séance LHP, ils n'y arriveront pas et ils vont s'endormir au volant et avoir un accident. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ce détail. Donc, c'est un lâcher-prise, un vrai lâcher-prise, hein, ça se détend. Évidemment, si en même temps les muscles se relâchent et ne sont plus contractés, ils ne dépensent plus de glycogène et donc les fuites énergétiques sont bouchées. Hein. Alors, il est évident que c'est bien de manger, c'est-à-dire vous ouvrez le robinet pour remplir la baignoire d'énergie, mais si vous oubliez de mettre le bouchon au fond de la baignoire, elle ne va jamais se remplir. Eh bien, quand on a fait une séance en LHP, on a fait relâcher tous les muscles. Le lâcher-prise fait qu'on a mis le bouchon au fond de la baignoire et que cette fois-ci, si on tourne le robinet pour que l'eau remplisse la baignoire, elle va remplir la baignoire. Et on va avoir la pêche, on va se sentir plein d'énergie. Alors évidemment, le fait que les tissus se rallongent va avoir une deuxième conséquence mécanique importante, c'est que vous vous rappelez que la colonne vertébrale, les vertèbres, c'est comme le bois de l'arc, et qu'on avait vu qu'il y avait une corde de l'arc, et que lorsque cette corde se rétracte, eh bien, la hauteur de l'arc diminue et l'arc il est plus bandé. Autrement dit, la rétraction, à cause des hormones de stress, fait que vous perdez 2,5 cm de hauteur. Évidemment, quand on a rallongé les tissus, à la fin de la séance, vous êtes plus grand de 2,5 cm. Donc ça, c'est du concret, c'est quantifiable, c'est mesurable. Évidemment, quand on a libéré le péricarde et les ligaments qui sont autour du péricarde, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une capacité vitale, vous allez pouvoir respirer, vous aurez beaucoup plus de place pour respirer, vous vous sentirez beaucoup plus libre. Vous vous sentirez beaucoup plus souple, on avait vu avec les hanches et les épaules, mais c'est valable pour tout le corps. Or, je vous rappelle qu'il y a des enjeux. Hier, on a fait une expérience avec la hanche, je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand la hanche ne tourne pas, ça signifie que les fascias qui croisent la hanche sont très courts.
Quand les fascias qui croisent la hanche se raccourcissent, ça veut dire que la pression à l'intérieur de la hanche augmente. Mais quand la pression n'est pas normale et qu'elle augmente d'une manière anormale et que vous frottez le cartilage contre le cartilage avec une pression 10 fois supérieure à la normale, vous avez une usure du cartilage qui est 10 fois plus rapide. Et quand le cartilage est complètement usé et qu'il ne reste plus, eh bien, on vous dit que vous avez une arthrose de hanche et on vous met une prothèse de hanche. Autrement dit, si ça ne tourne pas, ça veut dire que la vitesse d'usure est importante et que le risque de prothèse est très important, la probabilité de prothèse. Donc, il est évident qu'à la fin de la séance, quand les hanches tournent complètement, ça signifie que les tissus se sont rallongés, que la pression a diminué, que la vitesse d'usure a diminué et que la probabilité de prothèse de hanche tombe à 0, tout simplement. Ben, c'est le même principe pour les épaules, sauf qu'on appelle ça périarthrite scapulo-humérale. Et donc, il est évident que quand les tissus sont rallongés, les périarthrites scapulo-humérales, les douleurs d'épaule disparaissent. Alors, évidemment, comme les tissus se sont rallongés, ils ne tirent plus sur les os et ils ne mettent plus les os en luxation. Et donc, il y a beaucoup moins de récidives ostéopathiques. Et quand il n'y a plus de lésions ostéopathiques, eh bien, on constate qu'il y a un nombre important de douleurs qui disparaissent, que ce soit les cervicalgies, les dorsalgies, les lombalgies, les sciatiques, les cruralgies, tous ces trucs-là. Alors, ça, c'était les résultats sur le plan de la mécanique, mais il y a aussi des résultats sur le plan énergétique. Non seulement on a bouché le fond de la baignoire et la baignoire se remplit, donc la quantité d'énergie augmente, mais on se rend compte que lorsqu'on a fait un traitement, la circulation de l'énergie est bien meilleure et les gens sentent l'énergie circuler à l'intérieur d'eux. Il faut savoir que vous pouvez mettre derrière l'énergie le mot vie, le mot amour, le mot paix, le mot joie, et on verra que vous allez sentir tout ça circuler à la fin de la séance. Évidemment, il n'y a pas, quand l'énergie circule, c'est l'information qui circule, et du coup, quand on a harmonisé les points d'acupuncture, parce que je vous avais expliqué qu'on pouvait aussi agir sur les points d'acupuncture, et que je considérais les points d'acupuncture comme des antennes, eh bien, effectivement, une antenne, ça vibre. Et quand ça vibre parce que ça reçoit une information, ou ça vibre parce que ça émet une information. Et on avait vu que les hormones de stress faisaient que les antennes s'arrêtaient de vibrer, donc elles ne pouvaient plus ni recevoir ni émettre d'informations. Et on avait vu que la santé, c'est quand l'information circule, quand on peut émettre et recevoir l'information. Autrement dit, dès qu'on a harmonisé les points d'acupuncture avec les principes de la méthode de libération holographique du cœur péricarde, on se rend compte que, eh bien, l'information circule. Il n'y a pas que l'énergie qui circule. Et du coup, si on prend les poux chinois, on se rend compte qu'ils se sont notablement améliorés. Alors maintenant, évidemment que le rallongement tissulaire est dû au fait que la cellule a augmenté de volume. Et le fait de rétablir un volume idéal au niveau de la cellule, on avait vu que ça allait reconnecter la cellule, et la reconnexion à la cellule, et ça j'appelle ça la complétude. Pourquoi est-ce que c'est la reconnexion et la complétude qui sont responsables du bien-être? Eh bien, c'est tout simple. Quand vous avez des hormones de stress et que les cellules se ferment, elles enferment ce que j'appelle l'âme à l'intérieur de la cellule. Et donc, quand la cellule s'ouvre, quand on fait une intervention, une harmonisation en libération holographique du cœur péricarde, eh bien, l'âme qui était enfermée à l'intérieur de la cellule va pouvoir rayonner à l'extérieur de la cellule. Et donc, ça veut dire que si toutes les cellules sont ouvertes, une personne, à la fin de la séance LHCP, va être rayonnante. Mais rayonnante, il y a des tests qui permettent de vérifier le niveau de rayonnement des gens. Est-ce que l'aura est à 5 cm, 10 cm du corps physique, à 30 cm du corps physique? Donc ça, c'est quantifiable et mesurable quand on est un peu subtil. Et donc, plus on rayonne, plus on est comme un soleil et plus on donne, en fait. Et donc, quand Jésus dit « le cœur de mon Père n'est que pardon », pardon, c'est en 2 mots. Hein, parce qu'un cœur qui rayonne donne, tout simplement. Être par le don. Et puis, ce qui se passe, il ne faut pas oublier que quand c'est la conscience qui rayonne, parce que la conscience et l'âme, c'est la même chose, eh bien, il faut savoir que la conscience, c'est ce qui sent. Donc, en fait, quand vous rayonnez, vous avez sorti vos antennes et votre ressenti, il est multiplié par 10. Alors, évidemment, quand vous sentez 10 fois mieux les choses,
vous avez une approche de la réalité qui est beaucoup plus précise. Vous passez de l'illusion à la vérité. Vous percevez mieux la réalité. Hein. Et donc, du coup, vous percevez mieux qui vous êtes. Autrement dit, vous percevez mieux l'âme que vous êtes. Et donc, éventuellement, quand vous êtes dans le ressenti et que j'ai oublié ce que je voulais dire, tant pis, ça me reviendra. Alors, ce ressenti, évidemment, c'est pas neutre. Par exemple, au début de la séance, vous ne sentiez pas votre fatigue parce que les cellules étaient fermées et que la conscience était enfermée dans les cellules. Donc, vous n'aviez aucun ressenti, c'est comme si vous étiez anesthésié. Vous étiez fatigué, mais vous ne sentiez pas votre fatigue. Puis, on fait le traitement, on ouvre les cellules, on libère la conscience, donc on libère le ressenti. Et donc, à la fin de la séance, vous sentez 10 fois mieux. Mais vous sentez 10 fois mieux, par exemple, la fatigue que vous ne sentiez pas au début de la séance. Or, pendant la séance, vous ne vous êtes pas fatigué puisque vous êtes resté allongé, vous avez fait la sieste pendant 1 heure ou 2. C'est moi qui me suis fatigué, c'est pas vous. Et vous ressentez 10 fois plus de fatigue. Non, vous n'avez pas 10 fois plus de fatigue, mais vous ressentez 10 fois mieux la fatigue que vous aviez déjà et qui est toujours la même. Et qui est même inférieure puisque vous êtes reposé pendant 1 heure ou 2. Et donc, grâce à ça, vous prenez conscience que vous êtes fatigué. Parce que quand vous êtes anesthésié, vous ne prenez pas conscience que vous êtes fatigué. Et quand vous avez conscience que vous êtes fatigué, vous prenez conscience que vous avez besoin de repos. Et si vous êtes plein d'amour pour vous, vous allez vous offrir de repos. Autrement dit, aimer, c'est combler un besoin. Et je vous pose la question, comment pouvez-vous combler un besoin si vous ne sentez pas votre besoin? Autrement dit, il n'y a pas d'amour sans ressenti. Et il n'y a pas de ressenti ni d'amour sans conscience. Voilà pourquoi c'est important d'augmenter le ressenti. Et puis, vous avez un ressenti tellement augmenté que vous sentez quelque chose, pas que la fatigue, mais vous sentez aussi la joie que vous ne sentiez pas au début de la séance. Or, la joie, c'est ce qu'on appelle la joie, c'est ce que les sages appellent la joie sans cause, c'est votre âme qui est la joie. Vous êtes la joie. Hein? Mais quand vous êtes stressé et que les cellules sont fermées, vous ne sentez plus la joie que vous êtes et vous perdez la joie de vivre. Et à ce moment-là, on va dire que vous avez une dépression et on va lutter contre la dépression. On va dire que vous avez des angoisses, des peurs, des colères et on va lutter contre les angoisses. Hein? On va prendre des médicaments pour anesthésier tout ça. Mais le problème, c'est que la dépression n'existe pas. Ce n'est que l'expression du fait que vous êtes coupé de votre âme qui est la joie de vivre. Donc, perdre la joie de vivre, on ne va pas lutter contre la dépression, on va vous reconnecter pour que vous soyez reconnecté à la joie que vous êtes, tout simplement. Et puis, le ressenti, vous ne sentez pas que de la joie, vous sentez aussi la paix. Et c'est bizarre parce qu'au début de la séance, vous étiez tourmenté, vos cellules étaient fermées, vous n'étiez pas en contact avec votre âme qui est la paix. À la fin de la séance, vous sentez votre âme qui est la paix, vous vous sentez en paix, alors que vous étiez tourmenté au début de la séance. Et cependant, rien n'a changé dans le contexte dans lequel vous vivez. Vous avez toujours les mêmes problèmes, seulement vous sentez la paix. C'est ce qu'on appelle la paix sans cause. Ça ne dépend pas de l'extérieur, ça dépend du fait que vous êtes connecté à votre âme. Donc quand vous sentez la paix, c'est la preuve que vous sentez votre âme. Et vous sentez également l'amour. Ben, c'est plutôt agréable de sentir l'amour, non? Au début de la séance, quand les cellules sont fermées, vous êtes loin de l'amour que vous êtes, vous ne sentez plus l'amour que vous êtes, et vous êtes obligé d'aller chercher l'amour à l'extérieur puisque vous ne la sentez plus à l'intérieur. Et plus vous vous rendez compte en même temps que comme vous êtes loin de vous et de l'amour que vous êtes loin de l'autre et de l'amour de l'autre, et que c'est vraiment très compliqué pour recevoir l'amour de l'autre. Eh bien, évidemment, à la fin de la séance, puisqu'on a ouvert les cellules et que vous rayonnez, vous sentez l'amour que vous êtes. Hein? Et quand vous sentez l'amour que vous êtes, eh bien, vous n'avez plus besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Vous êtes autonome. Et il y a un symptôme qui est très, très précis, c'est que les gens, à la fin d'une séance, n'ont plus envie de parler. Et il faut savoir que parler, c'est une manière d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Hein? Or, à la fin de la séance, comme vous êtes en contact avec l'amour que vous êtes, vous n'avez plus besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur et vous ne voyez pas pourquoi vous vous fatigueriez à parler pour avoir l'amour de l'autre. Voilà qui est intéressant parce que ça prouve que vous devenez autonome et que vous n'êtes plus dépendant de l'autre
Et c'est dans ces conditions-là, paradoxalement, que vous êtes capable de vivre une relation d'amour avec l'autre. Et puis le ressenti ne s'arrête pas là, vous vous sentez léger. Ça, c'est vraiment typique. Tous les gens me disent à la fin de la séance qu'ils se sentent légers. Ça s'explique par le fait que la fréquence vibratoire a augmenté. C'est ce que les sages appellent l'ascension. Donc, il faut savoir que les pathologies vibrent à une fréquence basse et que quand vous vibrez à une fréquence basse, eh bien, vous pouvez rentrer en résonance avec les fréquences des pathologies, donc vous pouvez être malade. Mais si par contre, après une séance de ILHCP, la fréquence augmente, eh bien, vous ne pouvez plus entrer en résonance avec les vibrations basses des pathologies, donc vous pouvez moins tomber malade. Et en plus, ça vous ouvre à la spiritualité, le fait de vibrer à un niveau élevé. C'est pour ça que les sages appellent l'ascension, et c'est pour illustrer ce que c'est que l'évolution en quelque sorte. Et qu'est-ce que c'est que l'évolution? C'est un chemin vers vous, vers votre âme, c'est retourner à la maison, c'est se rapprocher de son âme pour mieux la sentir. Alors justement, quand on a ce ressenti, on sent l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire sentir l'unité? C'est être réconcilié. Qu'est-ce que ça veut dire être réconcilié? C'est être à nouveau lié avec. Je suis à nouveau lié avec mon âme. Je sens à nouveau mon âme. Je sens l'unité. Et je sens, comme je suis proche de mon âme et que tout le monde a la même âme, je suis proche de l'âme de tout le monde. Alors, c'est justement à la fin de la séance, c'est très très souvent que les gens se sentent très proches d'eux-mêmes, puisqu'ils sentent l'amour, la paix et la joie qu'ils sont. Mais en même temps, ils se sentent très proches de l'autre. Et le fait qu'ils se sentent proches de l'autre n'est que la conséquence du fait qu'ils se sont rapprochés de leur âme. Et du coup, eh bien, les sensations d'isolement et de dépendance disparaissent. Alors, il y a un truc qui est flagrant, que je vois à tous les coups, c'est que dans les yeux, je vous explique qu'il y a une petite porte qui se ferme dans les yeux quand il y a des hormones de stress. Ce qui fait que l'âme est prisonnière derrière la porte et que l'âme ne peut pas passer à travers les yeux pour communiquer avec les autres âmes. Et quand on fait une séance LHCP qui est holographique et qu'on ouvre toutes les cellules, eh bien, quand les cellules sont ouvertes et que l'âme rayonne, en même temps, la porte dans les yeux s'ouvre et d'un seul coup, à la fin de la séance, les gens me regardent dans les yeux, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ils me regardent et je vois dans ce regard, je vois de l'amour, c'est-à-dire je vois l'âme à travers le regard. Effectivement, quand la porte de la prison de l'âme au niveau des yeux s'ouvre, eh bien, l'âme passe à travers les yeux et rejoint mon âme à travers mes yeux. Et ça s'appelle une communication d'âme à âme. Et ça, c'était pas possible quand on était stressé et quand les cellules étaient fermées. Et donc, qu'est-ce qui passe d'une âme à une autre âme? C'est tout simplement de l'amour. Évidemment, si tous les yeux s'ouvrent, si tous les yeux communiquent de l'amour, eh bien, on va tous devenir un, évidemment. C'est clair. Et ça va pas du tout arranger les tyrans, puisque les tyrans, ils pourront plus nous gouverner. C'est pour ça qu'ils veulent séparer pour régner. Eh bien, quelle est une bonne manière de séparer? C'est de faire stresser les gens. Comme ça, il y a les cellules qui se ferment, il y a les yeux qui se ferment, et les âmes ne peuvent plus communiquer entre elles. Elles sont isolées, elles sont prisonnières, et l'amour ne peut plus circuler. À ce moment-là, les gens sont bien plus faciles à gouverner, et on peut faire de bons esclaves. Non seulement à la fin de la séance, la porte des yeux s'ouvre et les gens me regardent, ceci dit, en passant, dans le conditionnement, ça se fait pas de regarder quelqu'un qu'on ne connaît pas dans les yeux. Là, les gens, quand ils me regardent dans les yeux, n'ont aucune gêne. Et ils y trouvent du plaisir. Et vraiment, on fait durer le plaisir en même temps. Alors, c'est une expérience très particulière qui est à vivre. Si vous ne l'avez jamais vécue, ça, je vous conseille, ça vaut le coup. Et non seulement la porte des yeux s'ouvre, mais en plus la porte de la gorge s'ouvre. C'est-à-dire, c'est un peu comme si les yeux étaient reconnectés au cœur. Eh bien, de la même manière, la gorge, quand on a ouvert toutes les cellules, est reconnectée au cœur. Et à ce moment-là, les gens me disent un merci qui vient du cœur, mais un vrai merci. C'est pas la tête qui dit merci, c'est pas l'éducation qui dit merci, c'est le cœur. C'est-à-dire, la personne, elle ressent dans son cœur de la gratitude. Et par amour, elle a envie d'exprimer sa gratitude. Et du coup, ça sort tout seul. Et le merci, je vous garantis que c'est un merci d'amour.
Et donc, c'est ce que j'appelle l'élan de l'âme. Hein. Et donc, évidemment, quand vous sentez tout ça, vous sentez l'amour que vous êtes, et comme vous êtes l'amour, hein, c'est sûr que vous sentez aussi que l'autre est amour. Alors là, vous commencez à vous demander, mais est-ce que les ennemis existent dans ces cas-là, hein? Et donc, vous sentez que vous êtes amour et vous sentez votre envie de contribuer au bien-être de vous-même, mais aussi au bien-être de l'autre. Et ça, c'est vivre une expérience d'unité. Vous avez envie d'aimer vous et l'autre, tout simplement. Sentir cette envie, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que l'amour, ça n'a jamais été se forcer à aimer quelqu'un. Et pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut être en contact avec son âme pour sentir l'envie de le faire. Et là, ça devient un véritable acte d'amour. C'est la différence entre le devoir conjugal et l'amour. Hein. On ne peut pas se forcer à faire son devoir conjugal. L'amour, ça ne se force pas. C'est jamais il faut, l'amour. Donc, évidemment, quand les cellules sont fermées et qu'on est de bons esclaves, on se dit à nous-mêmes, il faut toute la journée, ou il ne faut pas. C'est Jean-Pierre, j'ai des questions pour toi. Ah, alors bon, on peut arrêter. J'arrive au bout là. Je suis pratiquement au bout, mais je suis d'accord pour les répondre aux questions, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, il y a Marc-Antoine qui dit holographie et certains phénomènes dits paranormaux, entre guillemets, auraient-ils un lien, spectre et tout ce qui s'ensuit? Spectre? Spectre. Alors, je vais prendre une autre question et je vais regarder, je vais définir spectre. Si la personne peut préciser la question, ce sera plus pratique pour répondre. Oui, d'accord. Mireille qui dit redonner l'information aux cellules en cas de maladie ou déformation congénitale. Les cellules peuvent-elles fonctionner normalement? Tu peux répéter, s'il te plaît, parce que… Redonner l'information aux cellules en Oui. cas de maladie ou déformation congénitale. Les cellules peuvent-elles fonctionner normalement? Alors, dans 95% des cas, les cellules sont parfaites. Et donc, si elles dysfonctionnent, c'est parce qu'elles ont été mises dans des mauvaises conditions et qu'on les a agressées. Donc, dans 95% des cas, la réponse c'est oui. Mais dans 5% des cas, la cellule n'est pas parfaite, il y a un problème génétique. Et pour ces 5%-là, la réponse c'est ça ne suffit pas d'ouvrir les cellules. Hein, il faut rétablir le bon fonctionnement. Alors, l'épigénétique a des voies qui permettent de donner des solutions pour ça. On sait que quand on change l'alimentation, on peut changer les gènes. Mais on sait aussi qu'avec les ondes électromagnétiques, on peut changer les gènes. Et donc, il doit y avoir possibilité, y compris pour ces 5%, d'améliorer les gens. Alors maintenant, ça demande une recherche et ça demande un développement. N'oubliez pas que cette médecine de la conscience est une médecine débutante et qu'on n'a pas encore eu le temps de tout explorer et de tout comprendre le fonctionnement. Donc on est en cours, on est en train de chercher et de découvrir des choses. Mais on n'a pas tout découvert. D'accord. Alors il y a Joël qui nous dit, pour un enfant de 10 ans qui a un corset depuis 2 ans, peut-on le traiter avec cette méthode? Merci. Un corset pour une scoliose, je suppose? Peut-être. Bah, donc si la personne pouvait préciser. Pour répondre à la question de scoliose, je réponds habituellement que je m'en fous de la scoliose, hein, mais bon, je vais être sympa, je vais répondre quand même précisément. J'ai une de mes élèves qui est arrivée au stage avec une scoliose et qui, à la fin de la formation, n'avait plus de scoliose. Si ça répond, je pense que ça peut répondre à cette question. Ok. Il y a Roméo qui nous dit… Comment? J'ai pas lutté contre la scoliose, c'est juste vrai pour le bien-être de toutes les cellules. C'est pour ça que la scoliose a disparu. Ouais. Alors, il y a Roméo qui nous dit, y a-t-il des conséquences sur notre intuition avec cette ouverture cellulaire? Et en effet, l'intuition, c'est le contact avec l'âme. Alors évidemment que si vous rapprochez de votre âme, votre intuition, elle augmente. C'est clair. La réponse est oui. D'accord. Alors, Marc-Antoine a précisé sa question. Spectre, il parlait dans le sens des apparitions ou tout ce qui était fantomatique. Les fantômes? Ah ben, je pense que les fantômes existent, tout à fait, oui. Alors, je vais te reposer la question. Les fantômes? Oui, alors il dit holographie et certains phénomènes dits paranormaux auraient-ils un lien?
Entre parenthèses, donc spectre et tout ce qui s'ensuit, donc qui veut dire fantôme, toutes ces choses-là. Ce sont probablement des hologrammes, effectivement, oui. Oui, après, là, c'est pas le sujet vraiment de ce soir. Non. En plus, j'avais dit que je m'occupais pas des entités. Donc, on peut aussi assimiler les fantômes aux entités. Je pense que c'est quelque chose d'assez délicat. Il y a des entités qui sont très négatives, mais je rappelle que je ne pense pas que la négativité existe. Je rappelle que je ne pense pas que l'ombre existe, que ce n'est simplement que l'absence de lumière. Donc pour moi, il n'y a aucun ennemi. Tous les êtres sont des âmes et tous les êtres qui sont négatifs, qu'on dit être de l'ombre, ne sont pas des êtres de l'ombre. Ce sont des êtres dans lesquels il y a peu de lumière. C'est rien d'autre que ça. Et donc, il ne s'agit pas de tuer l'ombre, de tuer les êtres qui sont sombres. Il s'agit de les aider à évoluer pour qu'ils se remplissent de lumière. De la même manière qu'il ne s'agit pas de tuer une pathologie, il s'agit de reconnecter pour ramener de la lumière, tout simplement. Non, mais en fait, les entités, pour être simple, nous sommes des entités, sauf que nous avons un corps. Tout à fait. Alors, les entités. Et on a des gens super négatifs et des gens super positifs. Dans un corps, des corps aussi, hein, de toute manière. Voilà, donc corps ou pas corps. Les négatifs sont des gens qui sont peu évolués, et les gens qui sont dans l'amour sont des gens qui sont très évolués. Mais ce sont les mêmes âmes, en fait. Alors, donc préférez-vous. Alors, petit oiseau qui chante nous dit, préférez-vous pour cela intervenir en présence de la personne ou cela peut se faire par Skype? Alors, les deux sont possibles. L'idéal de l'idéal, c'est que je vois au moins la personne une fois. Et si elle ne peut pas venir, il vaut mieux que j'intervienne à distance que pas du tout, parce que je vais lui rendre de grands services quand même. Voilà. Ok. Michael qui nous dit, combien de séances faut-il pour une guérison complète? Donc, c'est une question très vaste parce qu'on ne sait pas de quoi il parle. On ne sait pas de quelle maladie il parle. Si vous voulez guérir d'une épaule bloquée, une seule séance, ça suffit. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles une séance suffit, mais attention, j'attire votre attention sur le fait que les résultats que nous obtenons ne tiennent pas si on ne réunit pas certaines conditions. Et donc, j'ai pour coutume de donner l'image de la voiture. Si vous voulez que votre voiture, que votre corps soit en bon état, eh bien, ça ne suffit pas d'avoir un bon garagiste. Donc, quand je fais de la LHCP, je suis un bon garagiste et je vous répare parfaitement. Mais une fois que la voiture sort du garage en parfait état, comment conduit le chauffeur? Et donc, comment conduit le chauffeur? En fonction de son niveau d'évolution. Donc, si vous êtes encore je dirais, l'amnésie de votre identité, si vous êtes encore loin de vous, forcément, vous n'allez pas avoir des actes qui vont être lumineux et vous allez forcément avoir des soucis assez rapidement. Donc, le fait que ça tienne, ce qu'on fait, ça dépend aussi du chauffeur et le chauffeur, il a des choses à faire. Par exemple, je propose aux gens, à la fin d'une conférence, de leur envoyer les fameuses prières dont on a parlé hier soir. Et ça, c'est une manière de prolonger le résultat, donc de les lire tous les soirs avant de dormir. Mais malgré tout, il faut quand même savoir qu'on n'est pas encore dans un monde d'amour. Hein, on est en train de le construire, il est en train d'arriver, mais il n'est pas encore tout à fait là. Et donc forcément, le monde est encore stressant. Vous allez donc être stressé, sécréter des hormones de stress, vos cellules vont se refermer et il faudra les rouvrir après. Hein. Donc, ne pensez pas qu'une séance, même si en une séance, on a d'excellents résultats, ça va tenir pour le reste de votre vie. Ce serait vraiment, à moins que vous soyez un saint et que vous soyez parfaitement positif et que, etc., etc. Et que vous soyez dans un bon environnement tout le temps, tout le temps. Et que vous soyez dans un bon environnement et que vous soyez très évolué. Alors, donc, ça, dans ces cas-là, ouais. Donc, Roméo nous dit, quel est l'impact d'une nourriture saine et pure sur nos cellules? Énorme. Et ça a été prouvé en épigénétique par Bruce Lipton. Donc, l'alimentation est extrêmement importante et je pense que les naturopathes ont une excellente approche de l'alimentation. Donc, à conseiller pour tout le monde. Ça fait partie du fait d'être un bon chauffeur, ça fait partie du fait
de laisser pénétrer dans son corps que des informations positives. Oui, parce que c'est de l'information qu'on ingère en fait. Exactement. Mais si vous mangez bien et que vous regardez les 20 heures le soir, ben vous regardez des pollutions le soir. Donc, c'est pas très cohérent. Un bon chauffeur, lui, il est cohérent pour n'accepter que le plus possible, en tous les cas, que des informations positives. Et aussi pour émettre des informations positives. Tout à fait. Alors, on a une dernière question, Mireille, qui dit, est-ce que vous venez en Alsace? Pour le moment, il n'y a rien de prévu en Alsace. Si quelqu'un, une association veut organiser une conférence et 2-3 jours de consultation, c'est tout à fait envisageable, mais il faut prendre contact avec moi, vous me téléphonez et on verra ça ensemble. Ok, donc on peut terminer si tu veux. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. C'est bon? Alors, donc on va terminer. Et donc… Ah oui, Michael qui dit, par exemple, pour une coxarthrose, c'était pour ça, pour une guérison complète de la hanche. Tout dépend du niveau d'usure du cartilage. Je viens d'expliquer que, en fait, quand les fascias se rallongent, la pression diminue, la vitesse d'usure diminue. Mais quelqu'un qui est à 0 degré, c'est beaucoup plus grave parce que c'est déjà beaucoup plus usé que quelqu'un qui est à 45 degrés, par exemple. Hein, ça dépend de l'amplitude. Alors, les gens que je n'arrive pas à récupérer sont rarissimes. Ça arrive une fois par an, mais en général, on peut récupérer ça très bien. Mais chaque personne a sa manière de réagir aux hormones de stress. Il y a des gens qui vont somatiser plus au niveau des hanches, d'autres plus au niveau des épaules. Et ça dépend des gens. Donc, ça, c'est au coup par coup et il faut voir. Mais donc, on a d'excellents résultats sur les hanches. Excellents résultats sur les hanches. Justement, en néolographique. Est-ce que je continue? Oui, c'est bon. C'est bon pour les questions? C'est bon. Donc, quand on sent toutes ces choses qui sont agréables, hein, quand on sent la joie, quand on sent la paix, quand on sent l'amour, quand on se sent léger, quand on se sent proche de soi et de l'autre, on se sent beaucoup moins seul. Hein, et l'amour passe beaucoup mieux, c'est quand même super agréable. Ben, on peut résumer ça par le fait de dire « je me sens bien ». Mais si vous traduisez en clair, ça veut dire « je sens bien l'âme que je suis ». Et du coup, quand on se sent tellement bien, ici et maintenant, forcément la peur a disparu puisque je me sens maintenant. Et donc, si je suis maintenant, je ne suis pas dans l'avenir, donc j'ai pas peur de l'avenir. Je me sens pas triste parce que la tristesse, c'est par rapport au passé. Si je suis maintenant, il y a forcément plus de tristesse. Je suis ici. Je suis tellement bien ici que je suis pas pressé d'aller ailleurs. Alors, à la fin de la séance, je vois des gens qui sont assis comme ça devant mon bureau, puis qui bougent pas. Ils n'ont pas envie de partir. Alors, ils se rendent pas compte parce que le temps s'est déformé en plus. Et moi, j'ai des gens qui attendent dans la salle d'attente et eux, ils sont là tranquilles, ils restent tranquilles. Alors, ça m'amuse, hein. Et je pense qu'ils sont en train de vivre ce que les sages appellent l'expérience être ici et maintenant, qui est une expérience spirituelle. Et en général, la première fois, c'est tellement fort que les gens, je leur laisse le temps de vivre l'expérience. Je ne vais pas les renvoyer comme ça en 2 minutes dehors sous prétexte que j'ai quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Et donc, je leur permets de vivre cette expérience, mais je mets les mots dessus pour qu'ils puissent tirer la leçon de l'expérience. Et donc, je suis tellement bien ici que je ne suis pas pressé d'aller ailleurs. Je suis tellement bien maintenant que je peux arrêter de courir, que je ne suis pas nostalgique du passé. Je suis tellement bien maintenant que je ne suis pas impatient de l'avenir, ce qui fait que je peux enfin arrêter de courir. Hein. Je deviens le maître du temps au passage. Je prends le temps de goûter l'instant présent et je trouve ça tellement agréable et je suis tellement gourmand que j'en loupe pas une miette, j'en profite et que je fais durer le plaisir. Voilà ce que c'est que d'être bien ici et maintenant. Et ça, c'est une expérience spirituelle que vivent les gens à la fin. La première séance est importante parce que c'est une expérience qui est assez forte. Voilà. Alors maintenant, on va parler un tout petit peu d'évolution parce que
évidemment, vous vous doutez bien que si vous vous rapprochez de vous, vous évoluez. Puisque qu'est-ce que c'est qu'évoluer? C'est retrouver sa véritable identité. Alors, je disais à un moment donné que finalement, mon cerveau ma tête a des antennes particulières, et quand j'ai une autre personne a les antennes qui sont à peu près de la même forme que les miennes, elle reçoit les mêmes informations. Et j'ai constaté qu'il y a une femme médecin qui est au Canada qui a capté à peu près les mêmes informations, parce que j'ai fait une recherche de plusieurs années sur le conditionnement, et j'ai fini par comprendre un peu comment ça se passait et par faire un tableau qui ressemble étrangement comme deux gouttes d'eau au tableau qu'a fait le docteur Ghislaine Lanctot. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un la connaisse. Elle a écrit, c'est une femme qui est médecin, qui est au Canada, et qui a écrit un livre dont le titre c'est La mafia médicale. C'est la première à avoir parlé des problèmes posés par les vaccins. Donc, cette femme a fait un tableau. Cette fois-ci, je pense que tu peux mettre l'image parce que c'est important de voir l'image. Moi, je la mets correctement. Est-ce que c'est OK? Tout le monde voit le tableau? Oui, c'est bon. Très bien. C'est mieux comme ça? Oui, là, c'est parfait. Bon. Vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes dans ce tableau de gauche à droite. Et vous voyez tout à fait en bas de ce tableau, vous avez des ondes. Ça représente les vibrations. Et donc, la fréquence pour une vibration, c'est le nombre de pulsations à la seconde. Plus la fréquence est basse, quand il y a très peu de pulsations à la seconde, plus on va dire que les vibrations sont lourdes et moins vous êtes évolué. Et il faut savoir que vous n'êtes pas libre de vos comportements quand vous avez des vibrations très lourdes, parce que le seul comportement possible quand on vibre très lentement comme ça, c'est l'esclavage. C'est ce que Ghislaine Lanctot appelle le mouton blanc, c'est ce que moi j'appelle l'esclave. Et donc, ce comportement d'esclave, vous n'avez pas le choix, vous êtes soumis. C'est comme ça. Et donc, vous avez une gourmandise d'esclaves. Par exemple, la gourmandise d'une femme esclave, c'est d'être sur l'étal du marché l'objet de consommation le plus convoité. Donc, d'être le plus bel objet de consommation. Et donc, évidemment, la gourmandise, elle va évoluer en fonction du taux vibratoire. Et donc, quand on parle d'évolution du taux vibratoire, ça veut dire que la fréquence augmente. Et vous voyez que dans la deuxième colonne, en bas, vous avez plus de vibrations dans le même espace de temps. Donc, la vibration a augmenté, la fréquence a augmenté. Et à ce moment-là, vous constatez que le comportement n'est plus le même. Ce n'est plus un comportement de soumission, mais c'est un comportement de rébellion. Alors, quand vous êtes soumis, vous obéissez aux ordres du tyran, mais quand vous êtes rebelle, vous faites le contraire de ce que dit le tyran, c'est-à-dire vous agissez toujours en fonction du tyran, sauf que vous faites le contraire. Et donc, évidemment que quand on est dans la colonne de gauche et qu'on est un esclave, eh bien, on va faire la guerre contre soi pour obéir aux ordres du tyran. On va se forcer à faire quelque chose, se forcer à faire ce que demande le tyran, à exécuter les ordres du tyran. Mais quand on est un mouton noir, eh bien, on est rebelle, et au lieu de tirer contre soi, ben, on tire contre le tyran et on tire contre tout ce qui bouge. Et vous remarquez que dans les deux cas, on fait la guerre. Alors la guerre, la pire, qui donne les pires maladies, c'est de tirer contre soi. Vous avez remarqué que quand vous prenez un flingue et que vous tirez contre vous, ça fait bien plus mal que si vous tirez contre l'autre. Eh bien, celui qui tire contre lui, c'est l'esclave. Celui qui tire contre l'autre, c'est le tyran. Ceci dit, dans les deux cas, vous faites la guerre. Dans les deux cas, vous êtes dans une vibration basse. Dans les deux cas, vous êtes dans le matérialisme. Alors, évidemment, les pathologies les plus graves, c'est quand vous faites la guerre contre vous. Mais quand vous faites la guerre contre l'autre, vous n'avez pas compris que l'autre est une partie de vous et que c'est vous que vous aggravez quand vous aggravez l'autre. Et du coup, vous êtes certainement moins dans la souffrance que l'esclave, mais vous créez quand même des problèmes et vous créez des pathologies quand vous êtes rebelle. Et donc, la solution, c'est de continuer d'évoluer et d'augmenter la fréquence vibratoire. Juste une petite parenthèse. Donc, avec la libération holographique du cœur péricarde, je vous fais vivre des expériences qui favorisent l'évolution.
mais je ne prétends en aucun cas être un sage, parce que là, si vous voulez vraiment évoluer et arriver au plus haut niveau, il n'y a qu'un sage qui peut vous aider à aller dans cette direction, et je ne prétends pas être à ce niveau-là. Pour être à ce niveau-là, il faudrait que moi, je sois déjà arrivé à la maison et que je fais ce chemin de retour entièrement, ce qui n'est pas le cas. Donc, par contre, je suis allé un petit peu plus loin que la rébellion. Et donc, si vos vibrations montent un peu plus haut, vous voyez qu'en bas de la colonne numéro 3, vous avez plus de pulsations à la seconde, donc la fréquence a augmenté, et vous vous sentez encore un peu plus léger. Et dans ces cas-là, vous êtes dans l'amour. Vous n'agissez plus ni pour faire plaisir au tyran, ni contre le tyran. Vous n'agissez plus en fonction du tyran, mais vous agissez en fonction de votre intériorité. Alors donc, Guylaine Langto appelle ça la jurement souveraine. Bon, moi j'ai trouvé d'autres noms, mais je trouve que son tableau est tellement bien fait que j'ai préféré vous montrer son propre tableau à elle. Et dans ces cas-là, vous devenez libre et vous redevenez souverain de vous-même, à savoir que vous n'obéissez aux ordres de personne et vous écoutez votre âme et vous suivez votre âme. Alors pour pouvoir suivre son âme et agir en conscience, il faut effectivement que les cellules soient ouvertes et que vous sentiez votre âme et que vous écoutiez les messages de votre âme. C'est ce qu'on disait aussi quand on parlait de Ho'oponopono. Et donc, vous voyez que dans la colonne numéro 3, on découvre la liberté. Évidemment, la gourmandise évolue. Et donc, la gourmandise, c'est l'amour. Alors, je pourrais expliquer ça pendant des heures, mais je vais essayer de me limiter. Et quand on arrive enfin dans la colonne numéro 4, la fréquence est encore beaucoup plus élevée. Et là, on est tellement connecté qu'on sent l'unité et qu'à ce moment-là, quand on agit pour l'autre ou pour soi, c'est exactement la même chose puisqu'il n'y a aucune différence. Et on vit cette expérience d'unité. Alors ça, c'est le bout du chemin. Et quand on arrive dans cette colonne numéro 4, on est arrivé à la fin du chemin d'évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. C'est que vous voyez que les comportements changent en fonction de la fréquence vibratoire. Donc ne vous étonnez pas si quand vous sortez d'une séance de libération holographique du cœur péricarde et qu'on a changé le taux vibratoire, vous ayez un changement de comportement brutal. Et donc, parfois, ça impressionne. Et j'ai eu quelques témoignages, quelques anecdotes à vous dire par rapport à ça. Par exemple, il y a beaucoup de personnes que je vois qui viennent pour la première fois, qui sont dans un comportement d'esclave. Et donc, une fois, j'avais un monsieur qui était un esclave, vraiment, et qui, après quelques séances, même dès la première séance, est passé de la première colonne, c'est-à-dire celui de l'esclave, à la deuxième colonne, celui du rebelle. Mais il faut savoir que le rebelle, c'est aussi le tyran. Autrement dit, le tyran, ce qui est paradoxal, le tyran a plus d'amour. Comment expliquer ça? C'est comme si vous étiez un ballon. Quand ce ballon, il est plein de peur à 100%, c'est le cas de l'esclave, il n'y a plus de place pour l'amour. Et du coup, on est dans la soumission. Mais si vous vous rassurez un peu, si votre taux vibratoire monte et que la peur diminue à 50%, mais il reste 50% de place pour l'amour. À ce moment-là, vous êtes un mélange de 50% d'amour, 50% de peur. C'est purement pédagogique. Et à ce moment-là, vous êtes rebelle, ce qui prouve qu'il y a plus d'amour dans le rebelle que dans l'esclave. Et le rebelle étant le tyran, le paradoxe, c'est qu'il y a plus d'amour dans le tyran que dans l'esclave. Et donc, ce monsieur avait fait ce passage de l'esclavage à la tyrannie, et je lui proposais de faire le deuxième pas de la tyrannie vers l'amour. Et il me dit, écoutez, monsieur, c'est tellement bon d'être un tyran que laissez-moi profiter un petit moment des avantages du tyran avant qu'on passe le pas d'après. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Et bon, après, je le dis, vous savez, quand on passe le deuxième pas, c'est encore meilleur. Ça, c'est un autre problème. Et puis, il y a une autre personne qui vient à la deuxième séance et qui me dit, depuis que j'ai fait une séance chez vous, je ne supporte plus qu'on me donne des ordres. Et donc, je lui dis, ça, c'est très bon signe. Il y a une autre personne qui me dit,
depuis que je suis sorti de chez vous, vraiment, je tire sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu'au lieu d'être l'esclave et d'être violente contre elle-même, elle était devenue violente contre les autres. Et elle me dit, ça, c'est la preuve que je suis devenue une mauvaise femme et qu'à cause de votre première séance, je suis devenue une mauvaise femme. Et si vous ne pouvez pas lui expliquer ce que c'est qu'un chemin d'évolution, et si le fait qu'elle soit passée de l'esclavage à la rébellion est bon signe pour elle, cette personne, vous n'allez pas pouvoir l'aider et l'accompagner parce qu'elle va avoir tellement peur qu'elle va retourner dans l'esclavage. Et donc, c'est important, comme je le dis à mes élèves, nous ne sommes pas que des ouvre-boîtes, nous sommes là pour accompagner les gens sur un chemin de conscience, sur un chemin d'évolution. Et c'est important de les soutenir et de leur expliquer ce qui se passe parce que parfois, ils ont des changements de comportement qui sont extrêmement radicaux en très peu de temps dès la première séance. Il y a une autre personne qui arrive à la deuxième séance, c'était une femme, qui me disait « Je rêvais de quitter mon mari depuis plus de 20 ans. Et la première chose que j'ai faite après la séance avec vous, c'est de quitter mon mari. » Ben, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne savais pas qu'elle était en difficulté avec son mari, elle ne me l'avait pas dit. Hein. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de quitter son mari, puisque je ne savais même pas qu'elle avait de problème avec son mari. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elle rentre en contact avec son âme, qui est la paix, qui est la joie, l'âme qui est la paix, il ne faut pas oublier qu'elle est omnisciente et omnipotente, c'est-à-dire qu'elle est rentrée en contact avec sa puissance. Et de ce coup, elle a trouvé la force de faire ce qu'elle rêvait depuis 20 ans, qui était juste, parce qu'effectivement, son mari était un tyran et qu'elle était l'esclave de son mari. Donc, elle a arrêté l'esclavage. Alors, vous voyez, c'est quand même important d'être là pour accompagner les gens parce qu'il se passe des choses. Hein. Tu sais, j'ai aussi une autre question d'Arthur qui dit pouvez-vous demander, s'il vous plaît, si c'est un manque d'amplitude articulaire? Car il dit pour moi, c'est ma hanche qui bloque musculairement. Donc, il aimerait savoir si tu parles d'amplitude articulaire dans tes propos. Regardez, quand je fais l'image du compas, vous vous rappelez le compas que j'ai montré tout à l'heure? Tu te rappelles qu'il y a une articulation qui est l'articulation entre les deux branches du compas et il y a la ficelle. Et qu'on dit que la hanche est bloquée à cause de la ficelle, mais du coup, ça veut dire que l'amplitude au niveau a diminué au niveau de l'articulation. Mais la diminution de l'amplitude de l'articulation est due à la rétraction des tissus. Dans 95% des cas, dans 5% des cas, l'arthrose est déjà tellement développée que c'est le contact osseux qui empêche l'amplitude. Mais ça, c'est très rare. C'est quand c'est déjà très avancé. Hein, et quand c'est déjà trop tard, très certainement. Très souvent. Voilà, donc là, tu l'as répété une fois de plus parce que c'est par la répétition que ça rentre. Parce que c'est pour ça qu'il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Posez-moi une question, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc, même si je savais que tu l'avais déjà communiqué, il avait besoin que tu répondes à sa question. C'est-à-dire que vous voyez, je donne beaucoup d'informations dans ces conférences et vous n'en captez à la première fois que vous l'écoutez, vous captez 40%, 50% de ce que je dis. C'est pour ça que l'intérêt de la vidéo, c'est que vous pouvez la revoir. Et quand vous la revoyez plusieurs fois, vous allez vous rendre compte que vous allez découvrir des choses à chaque fois. Moi, j'ai fait le même principe quand j'écoute une conférence de Nassim Haramein, ben, je l'écoute 5-10 fois avant de comprendre tout ce qu'il dit. Mais voilà. Bienvenue pour les questions. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme question. Et Roméo qui dit c'est vraiment chouette tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est très intéressant. Bon. Et qui te remercient pour ces partages et ces connaissances. Ben, merci à eux d'être curieux. Et Mireille qui dit merci pour cette agréable soirée pleine d'informations, boule d'amour à toutes les belles âmes. Je suis désolée, je commence à perdre ma voix. Et Roméo qui dit que faire encore un être sur cette terre si rempli rayonnant d'amour et qu'il le propage autour de lui dans le sens où son évolution est au maximum. Pas tout bien compris la question. Tu peux recommencer à relire, s'il te plaît. Que faire encore un être sur terre s'il est rempli rayonnant d'amour et qu'il le propage autour de lui dans le sens où son évolution est au maximum?
Bon, ça, c'est encore un autre sujet, c'est pas le sujet de ce soir. Mais pas. en fait, le but d'un être, c'est de rayonner et de vivre du fun. Donc, oui. s'il Alors, est à ce niveau-là, je pense que, par exemple, Ama est arrivée à ce niveau-là. Et Ama, elle est dans le service parce qu'elle est dans la vibration la plus élevée. Et la vibration la plus élevée, c'est l'unité. Et l'unité, donc, ça consiste à considérer l'autre comme une partie de soi. Et donc, c'est de contribuer au bien-être de toute l'humanité. Et donc, elle le fait magnifiquement, elle l'illustre par des choses concrètes. Hein. Donc, elle a créé une ONG qui est à l'aide de toutes les personnes en difficulté dans le monde entier. Hein, les victimes des tsunamis, les victimes des guerres, des choses comme ça. Elle intervient concrètement avec des personnes. Donc, pour le service, elle appelle ça le service. Et d'ailleurs, on appelle ça le seva, et le service, c'est une discipline spirituelle. C'est les gens qui sont arrivés à ce niveau, qui sentent que quand ils agissent pour quelqu'un, c'est pour eux qu'ils agissent. Donc, ils ne se posent pas la question si c'est pour eux ou si c'est pour l'autre. Ils agissent pour le bien-être. Point. Voilà. Ok. On peut conclure quand tu veux. Comment? On peut conclure quand tu veux. Oui, alors, donc là, vous avez déjà vu, on a déjà parlé des consultations. Vous savez que Jean-Pierre vient en mars. Et vous avez aussi les autres consultations. Donc, est-ce que tu peux nous redire les villes où tu proposes des consultations? Alors, oui. Donc, déjà, si tu veux remettre l'image, moi, je la remets correctement. Voilà, donc je consulte au Sable d'Olonne toute l'année, à Paris et en Suisse de temps en temps, simplement. Et donc, je donne des formations LHCP. Et donc, simplement, les dates pour Paris, tu m'avais dit que on avait décidé quoi déjà au début de la séance, je ne me rappelle plus. Alors, on avait décidé le 23, 24 et 25 pour les consultations mars. À Paris, mars. 25 mars. Ensuite, je serai à Paris du 1er au 4 avril. Ah ben oui, du 6 au 11 juillet, du 29 septembre au 4 octobre. Et je serai à Lausanne en avril, du 6 au 9, en juin, du 9 au 11 et du 15 au 16. Voilà. D'accord. Et après, pour les stages, donc vous avez vu, plusieurs fois, je vous ai mis le lien. Oui. Alors, pour les stages, malheureusement, mon site internet a quelques difficultés en ce moment. Il est en train de se faire. J'espère que d'ici une semaine, 10 jours, tout sera au point. S'il y a une urgence, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Donc, mon téléphone est le 06 44 74 00 52. Voilà. D'accord. Et je vous ai aussi mis le mail dans le chat. Oui, le site www.chamodo.fr, il est déjà ouvert, il fonctionne déjà, mais j'ai tout à faire, les textes, j'ai tout. Mais vous avez déjà les liens pour les consultations. Il y a juste pour les stages, pour les inscriptions, c'est pas encore au point, mais ça devrait l'être d'ici une semaine, 10 jours. Voilà. Te connaissant et connaissant comment tu es efficace, oui, ça devrait pas traîner. Je prends pour un compliment. Oui, mais c'est vrai, hein, tu agis comme ça. Ben voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, cette conférence était très intéressante aussi avec tes anecdotes et tout, c'était très agréable. Est-ce qu'on peut conclure par une petite touche, une petite histoire avec, en termes de conclusion de toutes les conférences que j'ai faites jusqu'à présent? Oui, bien sûr. Pour une minute ou deux. À ce moment-là, si tu veux remettre l'image, ce serait pratique. D'accord. Sachant qu'on vous retrouve, donc si on conclut vraiment sur l'histoire, ouais. On vous retrouve le 22 mars, la prochaine conférence. Donc, bien sûr, je vais l'annoncer dans les réseaux. Ce sera le 22 mars. Oui, c'est ça. Donc, je vous embrasse et je laisse Jean-Pierre conclure avec son histoire. Voilà, donc quand on a reçu une séance et que toutes les cellules sont ouvertes et qu'on rayonne, eh bien, donc, et qu'on commence à sentir que l'on est l'unité et qu'on commence à sentir à l'intérieur de soi l'envie de contribuer, eh bien, donc, on va commencer à parler de la naissance de la lumière. Et donc, vous savez que la naissance de la lumière,
ça se fête dans notre société occidentale au solstice d'hiver parce que c'est le jour à partir du 21 décembre que les jours vont augmenter, donc que la lumière va augmenter. Et donc, nous, on la souhaite en Occident le 25 décembre parce que c'est la naissance de Jésus-Christ qui est la lumière. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est exactement la naissance de la lumière? Et donc, j'ai pris une petite histoire de Amma pour conclure par rapport à ce soir. Voilà, Amma. Et donc, elle pose une devinette. Comment savez-vous que la nuit est terminée et qu'il fait jour? Alors, il y a quelques disciples qui répondent un peu à côté de la plaque. Il y en a un qui dit, quand en apercevant de loin une personne, vous pouvez discerner s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Alors, le maître secoue la tête. Quand vous voyez un arbre et que vous distinguez s'il s'agit d'un manguier ou d'un pommier, la réponse n'était pas la bonne. Et le maître finit par sourire et par dire, quand vous voyez en tout homme un frère et en toute femme une sœur, c'est la fin de la nuit et le début du jour. Jusque-là, même si le soleil illumine la terre en plein midi, c'est la nuit et vous êtes dans les ténèbres. Voilà qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que c'était que la lumière. C'est quand on commence à vivre l'expérience de l'unité et à sentir que nous sommes tous un. Alors, évidemment, quand on vit cette expérience et qu'on sent l'amour qui est en soi, qu'on a envie de contribuer au bien-être de l'humanité, eh bien, on voit qu'il y a des êtres humains qui sont bien connus, qui ont déjà vécu ces expériences et qui les ont déjà expérimentées. Alors, je vais passer toutes ces photos. Vous voyez Amma, Mère Teresa. Donc, je vous laisse voir tous ces gens-là. Tous ces gens-là ont été proches de leur cœur et ont contribué au bien-être de l'humanité. Chacun à sa manière. Vous reconnaissez donc Tesla, Nassim Haramein. Chacun à sa manière. Hein. Et tous ces gens-là sont connus, d'accord, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas connus. Il faut savoir, si vous voulez vous remonter le moral, que sur notre planète, il y a des milliers d'êtres humains qui sont géniaux et qui mettent leur génie au service de l'humanité et non pas d'intérêt personnel. Et donc, si vous voulez vous remonter le moral, allez voir le film documentaire français dont le titre est Demain, qui est réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, et ça va vous remonter le moral. Et donc, on voit des milliers de gens qui contribuent au bien-être de l'humanité. Alors, évidemment, si on commence à rêver, on se dit si donc on arrivait à ouvrir les cellules de tout le monde, alors pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne contribueriez pas au bien-être de l'humanité? Et alors, donc, évidemment, on va avoir des petites résistances. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue de la raison, mais essayons, murmure le cœur. Alors, évidemment, les objections vont être du style, oui, mais ce que je fais, moi, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais Mère Teresa va dire, oui, mais sans cette petite goutte d'eau, il manquerait quelque chose à l'océan. Et puis, vous allez dire, oui, mais moi, ce que je fais, je suis beaucoup trop petit pour avoir un impact quelconque sur l'humanité. Et donc, le Dalai Lama va vous répondre, si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Et puis, vous avez certainement entendu parler de la légende du colibri. Et donc, je vous propose de faire votre part, parce que si vous faites votre part le jour où vous partirez de votre corps, vous aurez donné un sens à votre vie et vous éprouverez beaucoup moins de regrets. Et n'oubliez pas que toutes nos consciences individuelles sont reliées à la conscience collective et que c'est par l'évolution de la conscience individuelle qu'on va tirer la conscience collective et que la conscience collective va monter. C'est un peu l'histoire du centième singe. Et donc, si on s'y mettait tous, ça pourrait aller très vite. Alors, vous allez me dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Et je termine par cette prière pour vous tous qui écoutez. Et donc, pour que les personnes qui écoutent cette conférence soient reconnectées avec leur nature divine, réconciliées, rayonnantes, puissent contribuer, être pardon et vivre l'expérience de l'unité. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Je t'entends pas. Ah, pardon. Je disais merci beaucoup, Jean-Pierre, et n'hésitez pas à partager la conférence si ça vous a plu
et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très bientôt. Bonne évolution, bonne soirée.